bien? Ah là là, Bonsoir à tous. Cholo cholo. Alors on est de retour pour cet épisode 2 spécial confinement, on y est toujours. On avait espéré que nous aurions Un invité ce soir. un invité. Ou C'est que bizarre. nous soyons plus en confinement. Exactement. C'est bizarre, j'ai une voix vachement nasillarde d'habitude. Exactement. C'est bizarre, non? Ça doit être la masse. Bon, allez, je le vire. Et puis Alors, on ouais. va avoir Ah bah chaud. non, bah c'est pareil. Ouais, il a toujours la même voix. Ah, j'ai toujours la même voix, bon. Agréable. J'espérais, ouais. Et douce. On pense à vous les harpers. On pense à vous. Et vraiment, En voulait... pensant à vous, ouais. Exactement. À propos de penser à vous, on a beaucoup pensé à vous parce que on voulait vraiment vous remercier parce qu'on a eu pendant cette période difficile énormément de messages de soutien super cool de votre Vous part. êtes très gentil avec nous. Exactement, et ça fait plaisir. Il faudrait que ça soit tout le temps comme ça la vie. Et parce que Un on vrai a monde de bonheur. un vrai monde de gens qui s'aiment. Et vraiment merci de nous avoir soutenus pour les vidéos, d'avoir vraiment partagé les vidéos, regardé les vidéos. Voilà, De nous avoir fait travailler. voilà, de nous avoir de fait nous bosser. suivre, de nous motiver Et tous les jours. l'équipe Reptiline a été vraiment à vos côtés pendant toute cette période. Et je voudrais vraiment remercier mon équipe. Vous pouvez les applaudir de chez vous. On remercie toute la team Reptiline qui est venue bosser tous les jours comme des furieux. On remercie Laurine, on remercie Merci Anto, Laurine, merci on remercie Arnaud, Merci on Arnaud. remercie Dim, Dim Strong moi-même. Dim Strong, yeah! Et on remercie Nicolas aussi, bien sûr. Merci à toute l'équipe. Toujours là depuis 99, merci à since vous, les 99. Harpers. Merci beaucoup et merci, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à nous suivre sur notre chaîne YouTube et à nous envoyer des messages super cool, ça nous motive à fond. Ouais. Là on a dépassé le cap des 25 000 abonnés, donc c'est vraiment super cool. Merci, ça nous fait hyper plaisir que vous soyez aussi réceptifs à nos vidéos, on le fait vraiment avec le cœur. Et ça nous fait vraiment plaisir de partager tout ce qui se passe ici avec les animaux et tout ça. Donc voilà, merci à vous tous, merci à la team Reptiline. Et on va commencer cette émission avec une grosse breaking news. Yeah. J'espère que vous êtes tous prêts pour Attention, accrochez-vous bien à votre fauteuil et à votre canapé. la nouvelle du confinement. C'est qu'on est heureux ce soir de vous annoncer, en fait, attends, je vais peut-être prendre ma guitare parce que c'est une vraie ça annonce. fera Attention, plus attention, rock on and approche. roll. On est heureux ce soir de vous annoncer que bientôt va débuter le Reptiline Express Tour. Yeah. Alors qu'est-ce que c'est le Reptiline Express Tour finalement? On va vous expliquer les gars. Voilà, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que Reptiline, une fois de plus, va encore mouiller le maillot pour vous les gars, pour la Terrario. Pendant cette période de confinement, on ne pouvait plus expédier de reptiles vivants, bien évidemment, puisque le seul transporteur en France pour les reptiles vivants, c'est France Express, et que compte tenu de cette situation catastrophique et terrible, ils ne pouvaient plus prendre France Express sous la en fait, s'occupe responsabilité. actuellement des hôpitaux, des pharmacies, donc les animaux. En ce Voilà. moment, on peut bien comprendre, c'est pas la priorité de ce transporteur. Et Mais c'est notre priorité à nous. Et au-delà de la priorité des animaux, c'est surtout que pour bien transporter les animaux de chez nous à chez vous en 24 heures maximum, des fois moins de 24 heures, voilà, ils doivent nous garantir ces délais pour que les animaux ne risquent rien et que vous soyez satisfaits et qu'on soit satisfait. Et là, Qu'on dorme bien surtout. voilà, et qu'on dorme Parce que quand pas nos sur animaux nos voyagent, deux oreilles. c'est toujours compliqué. Et donc, ils ont, évidemment, c'était impossible pour eux, avec les chauffeurs qui n'étaient pas là, avec tout le bazar, de garantir ça. Donc, jusqu'à nouvel ordre, pas d'expédition d'animaux vivants. Et donc, forcément, il y a des gens qui nous ont commandé quand même des animaux vivants. Et donc, on s'est dit, au bout d'un moment, comme là, ça risque même le 11 mai, après le début du Pour tout vous déconfinement. raconter, c'est les oiseaux qui voyagent, les poissons d'ailleurs, qui voyagent en premier à partir du 11 mai. Et les Voilà. reptiles, pour l'instant, on n'a pas de date. Il n'y a pas de date. Et a priori, ça serait début juin. Donc nous, on s'est dit que pour vous faire plaisir, pour essayer de satisfaire tout le monde, on allait organiser le premier Reptiline Express Tour. C'est-à-dire que votre serviteur, Nico, Monsieur vous ça. livre vos animaux. Donc Nico viendra dormir chez vous, les amis, donc tous ceux qui ont des animaux J'espère en que vous attente, avez de la bière préparez vos lits et vos fûts de bière. et des albums de Slayer. On va pogoter ensemble. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment,
en plusieurs étapes. Je vais prendre la camionnette et je vais descendre dans chaque région pendant quelques jours avec des points de rendez-vous. Je vais passer chez certaines personnes, d'autres il faudra venir sur des points de rendez-vous et on va livrer les animaux aux gens. Donc la première tournée va concerner le sud de la France puisque c'est le plus loin. Et on va aller même jusqu'à la région de Nice, qui est ma région natale. Donc je suis très motivé pour descendre jusqu'à Nice. Et sur toute la route, je vais vous livrer les amis qui nous avaient fait confiance pendant ce confinement, qui avaient quand même acheté les animaux sur le site. Exactement. Donc voilà, on va revenir vers vous, on va vous envoyer un mail. On va communiquer donc avec toutes les personnes qui nous regardent ce soir et qui ont des animaux qui sont en attente chez nous. On va revenir vers vous par mail pour vous expliquer tout le contenu du Reptiling Express Tour. Vas-y, te déconcentre pas, continue, Dean. Et puis après, vous n'hésitez pas à revenir vers nous aussi si vous avez besoin. Et de toute façon, on reprendra contact avec tous nos clients en attente afin de convenir des rendez-vous et que tout se passe pour le mieux. On va vous donner les dates. Voilà, on va vous donner les dates. Comme toute bonne tournée bien rock and roll, on a des dates. Comme tout bon Airworld, on n'a plus les dates. Donc je vais m'éclipser pour aller chercher les dates. T'as pas les dates? Non, j'ai zappé les dates. Alors, t'as le choix dans la date? Ouais, après je peux le doigt dans la chatte. Donc, 3 petites secondes, cher Harper. On disparaît. En tract. Et on va vous donner la liste des villes. Mais qu'est-ce que t'as fait de ta feuille? Me revoilà. Ah merde, il faudrait que je fasse ça. Putain, vraiment, c'est comme je suis gaucher, ça change tout. Voilà, donc ça va être comme ça. Je suis là. J'aurais dû me mettre là. Alors, oui, on est vraiment confiné. Ah, c'est confinement. C'est un épisode spécial confinement, on vous avait prévenu. Ah, je viens de prendre un coup de tableau. Coup de tableau? Oui. C'est bien. Alors, c'est parti. Maître Hussard. Dimitri. Sur son arbre percé. Vas-y. Alors, on va la commencer, première date de la tournée. Alors, première date de la tournée, ça sera le 14 mai, donc la semaine prochaine. Et le là, 14-05. C'est ça, le 14-05, on sera à Nîmes et ensuite à Marseille. Donc, 2 destinations pour ce jour. Nîmes et Marseille. Tous les clients qui sont dans cette zone-là, on va revenir vers vous très rapidement. Et pour tous ceux qui voudraient des animaux et qui se posaient la question de la livraison, vous pouvez aussi nous contacter et on peut organiser tout ça très rapidement. Le 15, le 15-05, on sera à Nice. On sera à Nice. La mère patrie. Exactement. Yeah, Nissarte, Nissa. Et donc voilà, une fois qu'on aura dansé le Mia à Marseille, on descend à Nice manger de la soca. Allez, ensuite, on ira à la capitale des Gaules. On va remonter, donc toujours le 15, Nico. Toujours le 15, on va partir de Nice et on va remonter sur... Si, on va remonter sur Lyon. Mais ça sera le 16. Le 16. Le 17 d'ailleurs. Non, le 17. Cher Harper. On a fait ça aujourd'hui, hein, donc en fait, on est encore en phase le tour manager du Reptiling Express Tour est vraiment un peu... C'est son premier tour, sa première tournée. Il est jeune. Donc le 17-05, cher Harper, on sera dimanche. À Lyon, donc le dimanche. Voilà, on sera à Lyon. Donc tous ceux de la banlieue lyonnaise, on sera là. Paye ta rosette. Paye ta rosette. Le 20-05. Donc la semaine d'après. La semaine d'après, le 20-05. On sera où? On sera à Toulouse. Cher Toulousain, manger du Toulouse, justement, on va vous en parler après de Toulouse. Ça sera notre deuxième info du jour. Restez là, les gars. Restez bien au fait, on va vous offrir des trucs. Le 21-05. Le 21-05. T'as peut-être dû écrire. Tu vois, je te l'avais dit. On sera à Perpignan, tout en bas, les gars. Perpignan? Oui. Ah, génial. On sera à Perpignan. Perpignan. Ensuite, ça roule. On reprendra la route le 28-05. Le 28-05. Alors Nicolas reprendra la route. Et là, on ira vous voir à Rennes. Yeah. Puis à Nantes, le même jour. En revenant de Nantes.
à Nantes, proche du Hellfest, qui n'aura pas lieu malheureusement cette année. Comme beaucoup d'événements. Comme beaucoup d'événements, et gros big up à tous les musicos, à tous les gens du spectacle, à tous les intermittents, à tous ceux qui vont vraiment voilà, pâtir cette année de cette crise sans précédent. On est avec vous les gars. On est avec vous, mais l'année prochaine on va se faire un putain de gros Hellfest, les mecs, ça va chier. Et on espère que Loco fait ça. Voilà, et Dimitri viendra faire son premier Hellfest. Il pourra montrer son cul. Avis aux filles. Donc le 29-05. Le 29-05. Là, on ira à Niort. Niort. Après, on passera par Sainte. Sainte. Donc Niort le 79, Sainte le 17. Et après, on finira à Bordeaux dans le 33. Et à Bordeaux, la classe. Et Nicolas me ramènera une bonne caisse de vin. Une bonne bouteille. Ouais, j'aurais vraiment dû écrire. Mais attends, j'écris comme ça. D'habitude, je suis droitier. Là, j'écris avec la main gauche. Donc voilà. Donc voilà pour l'instant les dates. Rock and roll. Sur ce mois de mai. On reviendra vers vous si ces dates évoluent. On a. Ouais, super pour le coronavirus. Ah bah tu l'as maintenant. Il a peut-être dû garder son bandana. C'est ça l'esprit de la tournée, les mecs. On partage tout en tournée. Bon, je vais me décaler un peu. Donc après, on continuera à communiquer avec vous. Donc suivant dans le coude. Dans le coude, effectivement, les gestes barrières sont très importants à mi-repère. Très important. On le voit à Reptiling. Oh oui. Et donc, suite au 29-05, au 05, pardon, excusez-moi, et aux avancées qu'on va avoir avec France Express et avec tout ce qui va se passer, on pourra encore remettre des villes. Peut-être, voilà, qu'on continuera la tournée, ou alors France Express reviendra en service à nouveau. Ou alors et Nicolas ne reviendra pas et on n'aura plus. Ou alors je serai encore une victime de la tournée. Et voilà, mais on s'est dit que ça serait super cool. Et on va se faire un petit road trip comme ça, on va se faire des petites vidéos, on se fera des taufs, voilà, on se fera des checks, voilà, et du coup, ça permettra que vous ayez vos animaux. En fait, on a pensé à vous parce qu'on s'est dit les pauvres confinés, ils sont frustrés et en plus ils n'ont pas leurs animaux. Voilà, et c'est vrai que vous avez été à la fois parfois impatients, mais pour beaucoup vous avez été super cool. Vous avez bien compris. De toute façon, nous, malheureusement, on est tributaires de tout ça. On ne fait pas ça pour garder vos animaux pour nous, bien qu'ils soient géniaux et qu'on les adore, mais on n'a qu'une envie, c'est de vous livrer pour que vous soyez contents. Et donc, on a organisé ce tour. Et on espère que cette initiative vous plaira. Donc restez en alerte sur nos réseaux, donc Facebook, Instagram aussi, on va communiquer sur notre site internet. Où vous retrouvez donc nos visuels par rapport au Reptiling Tour Express Tour, pardon, excusez-moi, et vous retrouvez toutes les dates, etc. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin et que vous vous posez des questions. De toute façon, on reviendra vers vous. Exactement. Et donc, on passe à la deuxième news de ce Herp World, puisqu'on a parlé de Toulouse. Toulouse qui est la mère patrie de l'association Le Refuge des Tortues de Jérôme Marant, notre ami Jérôme Marant, qui est un grand passionné de tortues, qui a travaillé à Akupulata, le refuge de tortues qui est en Corse. Donc Jérôme Marant est un grand passionné. Il a vraiment consacré énormément d'énergie dans sa vie aux tortues. Il a monté ce refuge à Toulouse qui allait ouvrir le 1er avril 2020. Et malheureusement, crise du Covid arrive. Ils n'ont pas pu ouvrir leur refuge. Et donc aujourd'hui, ils sont en grand danger puisque financièrement, effectivement, c'est compliqué à cause de cette crise. Donc ils ont fait une cagnotte Litchi, un appel aux dons. Et il faut vraiment soutenir cette association parce qu'il y a besoin de ce genre d'association. Il y a un site qui est magnifique. Qui permet aux animaux qui sont abandonnés d'être recueillis, aux animaux blessés d'être soignés, etc. Il y a beaucoup de pédagogie, c'est vraiment, ils font aussi de l'élevage, etc. Donc vraiment, c'est des structures qui sont des associations et qui ont besoin de soutien financier parce qu'elles sont vraiment utiles pour les animaux, utiles pour la société. Et donc, nous voyant cet appel aux dons, on s'est dit que les Herp World Boys devaient apporter leur contribution à ça. Soutien. Exactement. Donc déjà vous en parlez puisqu'on a fait un post cet après-midi, il y a à peu près 1 heure, sur notre Facebook
pour vous parler du refuge et de cet appel aux dons. Vous retrouvez tous les liens justement de la cagnotte litchi que Nicolas a parlé et pour que vous puissiez faire vos dons tranquillement. Voilà, et donc nous, on s'est dit, on a les nouveaux t-shirts collector Herbs World qui sont là. Et ben voilà ce qu'on vous propose. Si vous faites un don de 20 € ou plus, Et sur cette cagnotte litchi, on vous offre un t-shirt Herbs World. Fallait pas le toucher ce t-shirt là. Ah merde, pardon. Désolé, dude. Alors ça va prendre quelques minutes le temps qu'il le replie. Voilà. Non, je vais le faire. Et Mais bon, vous l'avez vu au moins comme ça. il y en avait derrière. Ah non, mais fais pas cette tête, c'est pas grave, c'est Et juste hop, un t-shirt, ni vu ni c'était beau. connu. Alors, Mon voilà. Mon passé chez H&M. Donc, justement, voilà les nouveaux t-shirts. Donc, envoyez-nous sur reptiline@gmail.com la preuve que vous avez bien fait votre don sur la cagnotte litchi Avec vos du coordonnées. refuge des tortues. Et nous, on vous envoie ce magnifique t-shirt. Donc, 20 € ou plus, vous avez le droit. Si vous voulez faire moins, vous pouvez aussi. Vous n'aurez pas de t-shirt génial. Malheureusement Mais pour par vous. contre, vous allez aider l'association des tortues. Même 5 €, ça suffira. Parce que si vous êtes 10 000 à envoyer 5 €, ça fera déjà pas mal d'argent et ça va les aider. Donc voilà. Il n'y a pas de petits dons chez Il n'y a Herpers. pas de petits dons chez les Herpers. Donc allez-y à fond. C'est pour la bonne cause. Soutenez la scène. Soutenez la tariophilie Voilà, française. soutenez les les reptiles associations. et les associations qui les protègent. C'est hyper important. Donc voilà. Alors, concernant notre cagnotte litchi personnelle. Celle de Dimitri Faure pour la protection de la faune et de la flore de son caleçon. Et On en donc parlera plus tard. voilà, donc comme vous êtes confinés, on a vu que vous vous intéressiez, voilà, j'ai réussi à le faire. Le bécherel, ça Intéressé. marche avec Nicolas. Voilà, vraiment plus aux livres ces derniers temps et on est content. Donc j'ai fait une petite sélection de livres à vous proposer, à vous montrer qui sont des saines lectures en attendant la fin du confinement. Donc on commence justement par un livre qui a été écrit par Jérôme Marant, donc, qui était donc à l'époque chez Acupulata et qui maintenant a le refuge des tortues et qui va le garder grâce à vos dons les amis. Il a écrit ce livre aux éditions Philippe Gérard sur les tortues aquatiques. L'élevage des tortues aquatiques. Voilà, on passe un bonsoir à Philippe. Exactement, salut Philippe, qui vient nous voir régulièrement. Donc, l'élevage des tortues aquatiques par Jérôme Marant aux éditions Philippe Gérard. Ensuite, 2 bouquins qu'il faut impérativement avoir. Là, c'est notre ami Rémi Xas qui a bien travaillé de chez Venom World. Donc, Salut voilà. Tout le monde chez Venom World. Bonjour à tous chez Venom World, on espère que vous allez bien. Donc, il avait fait un premier livre qu'on avait présenté dans Airpoil qui était l'étymologie des noms latins des serpents. Ça veut dire en fait que ça vous donne l'origine de qu'est-ce que ça veut dire un nom latin, pourquoi ça s'appelle constrictor ou Morelia viridis, pourquoi. Et ben tout est expliqué dans ce livre, c'est super intéressant. Déjà, c'est franchement passionnant. Il a mis plus d'1 an à le faire et il a sorti récemment le 2e tome qui est l'étymologie des noms scientifiques des lizards iguaniens. Donc voilà, soutenez les gens en France, les bons spécialistes français qui prennent le temps d'écrire des bouquins. Je fais une toute petite aparté pour saluer nos amis belges qui sont présents avec nous ce soir. Salut la Belgique, alors Et tout donc, se passe on vous bien. fait des coucous. Ouais, et merci aussi Merci aux Belges hein, qui ont été voilà, très aux Belges. présents avec nous. Ouais. Et qui sont toujours super cool au niveau Ouais. des messages, qui sont toujours vachement dans le soutien, la vidéo et tout ça. Et on en profite pour faire un grand coucou à notre ami Mike Reptile Park, Salut Mike. chez qui on a tourné une super vidéo. On s'est bien éclaté et qui m'a permis de réaliser mon rêve de rentrer, aller me baigner avec les alligators. C'était vraiment génial. Si vous ne l'avez pas vu, elle est disponible sur une chaîne YouTube, vous pouvez la voir. Exactement. Donc ensuite on continue avec un autre très bon ami, Lionel Schilliger, le grand docteur Lionel Schilliger, qui a écrit ce livre sur les tortues de jardin. C'est la saison en ce moment des C'est la tortues de saison, jardin. Ça reprend. Voilà, il fait beau. Voilà, en plus vous êtes chez vous, vous pouvez profiter de votre jardin et profiter de vos tortues dans le jardin. Exactement. Pour tout savoir sur les tortues de jardin. Ensuite, voici ma petite sélection perso, mais là il va falloir vous motiver les herpers pour ceux qui ne parlent pas bien anglais. Mais franchement, ça vaut le coup de s'y mettre parce que je vous garantis que moi c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, hein, à la fois avec mon mentor francophile et en lisant des bouquins en anglais, parce que c'est une mine d'or. Et en plus, une fois qu'on sait parler anglais, on peut aussi communiquer avec des éleveurs américains, anglais ou du monde entier, et qui ont souvent beaucoup de choses intéressantes à nous apprendre.
En tout cas, j'ai beaucoup appris avec eux. Et je vous présente ce premier livre qui s'appelle Fire, en fait, qui a été édité par la marque Arcadia, qui fait donc ces fameux éclairages qu'on vous a souvent présentés. Donc celui-ci, il a été écrit par notre ami John Courtney Smith, qui travaille pour Arcadia, qui est un grand spécialiste des reptiles et qui vous explique ce que c'est que la lumière. Voilà, notre charmante assistante qui vous ramène le livre. Donc voilà, John Courtney Smith, là-dedans, il vous explique la lumière, c'est très compliqué, les UVA, les UVB, les flux lumineux, l'intensité lumineuse, les infrarouges, comment les reptiles l'utilisent. C'est capital pour leur survie et c'est hyper bien expliqué et vous verrez que c'est pas si évident que ça et ça permet de comprendre plein de choses sur comment utiliser ensuite des éclairages UV en captivité et pourquoi et à quelle distance et voilà. quel voilà et c'est très intéressant, franchement ça vaut vraiment le coup. Vous êtes souvent perturbé avec toutes ces données, etc. et ça peut vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Voilà, souvent on vulgarise à fond, mais en fait il faut aller creuser un petit peu plus en profondeur. Pour comprendre ce qu'on fait. Voilà, pour comprendre ce qu'on fait. Ensuite, l'excellent livre, alors récemment je fais pas mal de vidéos sur les Morelia qui sont un de mes... On adore les pitons moquettes. Voilà, favoris les pitons moquettes, nous, on adore ça. À un moment j'en avais tellement qu'on m'appelait Saint-Maclou. Et... J'étais un peu le Saint-Maclou du reptile. Voilà. Et donc, en fait, il y a Nick Mutton et... on parle de Morelia, on nous demande... Il y a des gens qui veulent nous acheter la Morelia chez Neis 50-50. On en reparlera en privé. D'accord. WK taille. Donc, c'est un livre de Nick Mutton et Justin Julander qui est vraiment excellent et qui traite de tous les pitons tapis, donc The Complete Carpet Python, superbement illustré, beaucoup de photos en Australie, beaucoup de choses sur le milieu naturel, sur l'élevage en captivité et tout. C'est vraiment hyper bien. Et d'ailleurs, récemment, Terry Phillips, je ne l'ai pas pris, malheureusement, j'ai oublié comme un con, mais il y a le nouveau livre aussi sur les Morelia viridis de Terry Phillips et une fois de plus Justin Julander, qui est absolument fantastique, je vous le conseille, et qui reprend beaucoup d'ailleurs de concepts qu'on a développés voilà, sur la maintenance, sur l'élevage de ces animaux-là. Vraiment excellent bouquin, donc je vous le conseille. Ensuite, et qui reprend aussi toutes les nouvelles données, etc. Exactement, toutes les nouvelles études dans la nature, tout est remis à jour. Ils ont découvert plein de choses sur la vie à l'état sauvage des Morelia viridis et tout, c'est super bien. Et ils élèvent des Morelia viridis depuis une trentaine d'années. Terry Phillips, il a un zoo, en fait, un reptile park en fait, aux États-Unis. Il a reproduit énormément d'espèces, des serpents venimeux, des boïdés, notamment les Morelia carinata. Il a élevé, c'est un ami de Dave et Tracy Barker, il les connaît très bien. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Il faisait partie de la Chondro Coalition, donc c'est une coalition d'éleveurs de chondro. Il y a qu'aux États-Unis qui savent faire des trucs aussi cool. Et en fait, il a vraiment une énorme expérience, un super recul et il a développé des méthodes super simples. On vous l'a toujours dit, hein, le simple c'est toujours le mieux en captivité. Simple et efficace. Tout est expliqué dans le livre, c'est vraiment excellent. Et donc là ensuite on reste avec un auteur américain, c'est notre pote Vincent Russo, donc, qui a sorti la deuxième édition de The More Complete Constrictor. Sur The Carpet Python si c'était une réédition ou l'édition de base. Non, ça c'est l'édition originale. Et les gens voulaient savoir si ces bouquins sont disponibles à la vente. Alors, les premiers bouquins que vous avez vus en français, Fire et tout ça, on les a sur notre site. Carpet Python, je ne l'ai pas sur mon site. Je vous montre pas que des bouquins qu'on vend. On n'est pas là juste pour vendre des produits, hein, pas du tout. Je vous montre des bouquins que je trouve faire votre bibliothèque. Voilà, et puis surtout, je vous vends des bouquins que je trouve géniaux, que j'ai lus et qui sont mortels, et surtout par des auteurs que je connais et qui sont des vrais éleveurs. C'est pas des pigistes, c'est vraiment des gens qui ont voilà, beaucoup d'expérience avec les reptiles. Et donc, il a écrit ce fabuleux livre sur les boa constrictors. Il avait déjà fait un premier tome qui s'appelait The Complete Boa Constrictor, et là, il a remis à jour. Donc, vous avez toute la nouvelle taxonomie qui a vraiment changé récemment sur les boa constrictors. Toute l'histoire de tous les boa constrictors en captivité, de toutes les localités. Il connaît tout puisqu'il en a beaucoup. Il est là depuis très longtemps, Vin Russo. Et donc, c'est un excellent gars. Le bouquin est vraiment super. Vous apprendrez plein de choses, notamment qu'il ne faut pas beaucoup nourrir vos boa constrictors si vous voulez qu'ils restent en bonne santé. Ça, on le dit depuis longtemps, mais Vin Russo le dit et Eugène Bessette, son mentor, le disait aussi. Donc voilà, un super bouquin pour les fans de boa constrictors.
Et j'ai même le droit à ma petite déquitage. Chanceux, hein. Nico, stay metal, parce que c'est aussi un fan de métal. Donc voilà, il adore le Je combat. fais juste une petite aparté. Je voulais dire juste bonsoir à Marciu qui nous a rejoint sur le live. Salut Vincent Marciu. Minars qui nous a rejoint aussi Ah sur le Vincent, live. salut. Et à nos amis de Mayotte qui nous ont fait coucou. Et qui sont Mayotte. avec nous ce soir. Donc merci. Super, Merci à vous. excellent. Et on termine Allez, on termine. avec le dernier bouquin, The Last But Not the Least. Voilà, comme on dit en anglais. Le dernier, mais pas le dernier. Regardez-moi ça, ce pavé, c'est la Bible. Donc, écrit par le docteur Danny Brown. C'est un docteur vétérinaire, un éleveur vraiment très très bon australien. Et il a écrit ce magnifique ouvrage. Regardez l'épaisseur du truc. On s'en paye une belle tranche. Là, Exactement. vous pouvez y aller. Une belle tranche. Mais c'est vraiment, franchement, c'est le truc à avoir si vous aimez les lézards australiens. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le guide des lézards australiens en captivité. C'est-à-dire que le gars, il vous a expliqué comment élever tous les lézards australiens, le nombre d'œufs qui pondent, comment faire un terrarium pour chaque famille, les geckos, les agamidés, les cinques, les varans, tout. Et il avait déjà fait un excellent livre qui s'appelait Keeping Lizard Monitor in Captivity. Enfin, c'était un livre sur les varans, je ne me rappelle plus du titre exactement, mais c'est un de mes livres préférés. Danny Brown, il y a un super passage sur les UV. Enfin, il explique vraiment plein de choses pragmatiques. C'est super complet. C'est vraiment super complet. Et là, vous avez vraiment the pavé, quoi. Donc, effectivement, c'est un gros livre et il vient d'Australie, donc il coûte un peu de sous. Mais franchement, quand vous avez ça, enfin, voilà le travail et voilà la qualité de l'objet. Donc, celui-là, vous pouvez le trouver sur notre site. On n'en a que 2 exemplaires encore. Bon, il vaut 399 €, mais franchement, ça les vaut largement. Moi, j'ai payé plus cher, des bouquins vachement moins bien. Donc voilà. Tous ceux qui ont des demandes justement Mortel. sur certains bouquins, etc., qui n'arrivent pas à trouver et que vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter aussi en MP ou après sur notre Gmail Reptiling. Ils veulent voir l'intérieur. Vous voulez voir à l'intérieur? Ouais, parce que là on avait des onomatopées de notre assistante et c'était compliqué. Donc n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par Et en mail, plus, etc. ils sont dédicacés par mais Danny quel Brown. chanceux celui-là. Mais non, mais vous pouvez l'avoir celui-là, c'est pas mon exemplaire. On vous le donne. On vous le donne. On vous le vend. Mais t'es fou toi. Il vaut 400 boules. Mais Alors, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous donc, contacter voilà. s'il y a des bouquins C'est même en riche. anglais que vous cherchez. C'est richement illustré et pour chaque, regardez, pour chaque famille, il vous montre comment sexer, quels sont les dimorphismes. Voilà, c'est lui aussi qui avait fait un très très bon, dans celui sur les varans, il avait fait un très très bon passage sur la transillumination pour sexer les varans. Donc c'est-à-dire en fait comment envoyer de la lumière dans la queue des varans pour regarder s'il y a la présence des hémipénis ou pas. Donc vous avez évidemment à chaque fois comment ça se passe dans la nature, comment bien gérer un terrarium. Alors vous attendez pas au terrarium de ouf bioactif, nouvelle mode, machin. Lui c'est du simple, c'est de l'efficace. Voilà, mais ça, voilà, les animaux sont bien, ils sont en bonne santé, ils se reproduisent. C'est à l'australienne, simple et efficace. Donc il y a plein de petits détails. Vous avez des tableaux avec, plein de tableaux, avec plein tous de les schémas, œufs. plein de Voilà, à choses. chaque fois la photo du mâle, de la femelle, en dessous, au-dessus. C'est vraiment un bête de bouquin. Moi, dès que j'en ai connu l'existence, je l'ai acheté direct. Et parce que je suis un fou furieux de bouquins, j'adore ça. Il y a tellement de choses géniales. Donc voilà, sur les pogonas, sur plein de petits geckos complètement introuvables. Il y avait une grosse partie sur tout ce qui fait partie de la famille des Nephrurus. Ouais, voilà. Et puis les varans, bien sûr, puisque l'Australie, c'est quand même la terre des varans. Donc là, je suis à l'envers, j'arrive pas à trouver. Mais En plus, voilà, c'est des en gauchers. tout cas, c'est vraiment de la balle. Faites confiance à tonton Nico. Alors, je l'ai pas fini. Hein. Mais voilà. Et par contre, Danny Brown, voilà, une référence. Un mec vraiment excellent et il l'a édité lui-même. Donc, moi, je soutiens les auteurs, éditeurs indépendants. Voilà. Donc, on en a fini avec les bouquins. On va passer aux questions. Alors, Si pour vous l'instant, en on n'a avez. pas eu beaucoup de questions. Mais on avait déjà des questions qui avaient été On avait envoyées. déjà des questions qui avaient été envoyées. Pour tous ceux qui me demandent sur le direct pour des questions sur certains types d'animaux, etc., vous pouvez toujours nous envoyer des mails. Je tiens juste à vous préciser qu'en ce moment, avec le confinement, on a beaucoup de mails à traiter et que malheureusement, on n'est que 2. C'est compliqué. Donc, vous pouvez Exactement. toujours nous envoyer des mails. On essaiera de répondre le plus vite possible. Mais voilà, on essaiera vraiment de faire le max du max.
Donc là, nous pour l'instant, on n'a pas trop de questions sur le direct. Mais on avait déjà des questions. Vous pouvez nous envoyer des questions à partir de maintenant. Et donc on avait déjà une bonne question de Victor Cavelier. Donc salut Victor. Voilà, Victor il fait pas semblant. À chaque Alors, fois qu'il Victor, envoie une question, tous c'est les la mois, maman voilà. des questions. C'est la maman des questions exactement. Et Victor, il nous envoie toujours des questions très très intéressantes. Donc je vais la lire en entier ou je sélectionne. Je t'en prie. Allez, je lis-la. la lis. Bonjour Nicolas. Pour le Airport du 7 mai, j'aimerais te poser une question à propos de l'importation de Rhésus dit de farming ou ranching. Comme tout le monde le sait, le Rhésus est le python le plus reproduit au monde et ce à un niveau jamais atteint auparavant avec un boïdé. Étant donné cette situation, comment peut-on encore en 2020 justifier de l'importation de spécimens issus de farming ranching alors que l'on sait que ces méthodes ont évidemment des conséquences préoccupantes sur les populations sauvages? Entre parenthèses, il nous parle d'une étude. Je ne vais pas raconter Oui, la non, parenthèse, elle ne nous intéresse que nous. Moi, et peut-être vous aussi, mais Enfin, en gros, c'est le le nom d'étude qui a été faite. Je reprends. Je ne comprends pas le fait d'avoir d'un côté l'espèce de python la plus reproduite en captivité et d'un autre des dizaines de milliers de spécimens exportés chaque année du Togo et autres pays d'Afrique de l'Ouest. 3 petits points. La seule explication injustifiable à mon sens est de pouvoir proposer du python à 40 € dans toutes les animaleries jardineries de France et d'ailleurs. Ne tentons pas le bâton pour se faire battre. Ton avis m'intéresse beaucoup sur cet état de fait qui nuit à la fois aux populations sauvages et à l'image d'une thériophilie plus responsable pour laquelle tu agis. Bonne émission et à jeudi. Donc déjà, merci Victor pour ta question. Merci Victor. Alors, Et c'est une question aussi qui est très large parce que beaucoup d'entre vous, justement, ont des réflexions par rapport à tout ça. Et Nicolas va se faire un plaisir de répondre. alors voilà, c'est difficile. Alors, ça va être une réponse en plusieurs étapes parce qu'en fait, il y a plusieurs questions dans cette question et il y a plusieurs sujets. Donc, je peux donner mon avis. Ça reste mon avis avec mon expérience personnelle. Et ça tombe bien parce que justement, je suis allé en Afrique de l'Ouest dans une ferme. Je connais très bien une famille au Ghana qui depuis longtemps fait travaille avec du python Rhésus. Et je peux vous expliquer vraiment comment ça se passe et pourquoi c'est pas spécialement problématique à mon sens. Et il n'y a pas que moi qui le dis, hein, il y a plein de chiffres qui le montrent pour les populations sauvages. Donc déjà, à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça, bon, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, tous les animaux sur la planète sont menacés par la présence de l'homme. On l'a bien vu pendant cette crise du Covid, hein, vous avez tous revu les réseaux sociaux, la télé, le fait qu'il y ait une activité humaine super réduite à un moment, d'un seul coup, tous les animaux ressortent et tout ça. Voilà, on est l'homme moderne est un consommateur, l'homme moderne, qu'il soit écolo ou pas, il a l'électricité, il a un iPhone, il prend l'avion, voilà. Et tout ça, c'est extrêmement coûteux pour la planète. Et en plus, on se reproduit comme des acariens, quoi. C'est-à-dire on se reproduit à mort. Donc en fait, on empiète sur... Enfin, pas nous, et pas Dim. Non, pas moi. Voilà, donc, mesdemoiselles, si vous voulez au moins tenter un accouplement, il est d'accord. Donc voilà, donc en fait, on se reproduit à mort. Et vous le savez très bien, depuis 50 ans, voilà, tous les écosystèmes sont menacés parce qu'il y a une présence de l'homme qui est trop importante. Donc déjà, ça, c'est au-delà de la thériophilie, c'est notre système de consommation et le mien comme le vôtre, voilà, il n'y a personne qui est à l'abri du truc. On empiète. Donc on déforeste, on fait de l'agriculture pour nourrir les gens et ça dépeuple, enfin ça déforeste et la végétation disparaît. Alors pour certaines espèces, c'est catastrophique. Quand on enlève une forêt, y a tout un écosystème qui s'écroule et il y a des animaux qui ne peuvent vivre que dans ces forêts-là. C'est le cas par exemple des Morelia viridis en Indonésie ou des orang-outans pour prendre un animal que plus de monde connaît dans le grand public. À partir du moment où ces animaux n'ont plus leur habitat naturel, ils dépérissent, voire ils disparaissent. Donc ça c'est extrêmement problématique. Donc il va falloir trouver des systèmes pour enrichir les gens sur place, pour qu'ils n'aient pas à déforester pour survivre, ou que nous, les occidentaux modernes,
on change de manière de consommer pour qu'on ne soit pas obligé tout le temps d'avoir du minerai pour nos iPhones, du bois pour nos salons en tech, etc. et tous les trucs qu'on consomme au quotidien. Donc, pour certaines espèces, c'est dramatique. Pour d'autres espèces, et là on va revenir sur le python régis, ils ont un peu profité en fait de l'agriculture et tout ça, et finalement les hommes qui ont piété sur leur territoire pour faire de l'agriculture, ils ont ramené avec eux des rongeurs, ils ont ramené avec eux un environnement qui était finalement pas moins bien pour les pythons régis. Donc en fait ils n'ont pas vraiment souffert de ça, les pythons régis. Et ils continuent à se reproduire très bien, ils continuent à être fréquents. Et à côté de ça, on a un peuple ghanéen qui doit survivre et qui doit profiter des richesses de son pays. Donc les richesses, ça peut être les minéraux, ça peut être le bois, etc. Et si c'est bien géré, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas continuer avec le temps. Et il faut savoir que les bébés régis, donc à la base le farming, pour expliquer, en fait, à la base, quand les gens ont commencé à exporter des animaux à l'époque pour le commerce des animaux vivants, ça ne concernait pas beaucoup de monde. Et c'était principalement des pythons régis, soit des jeunes qui avaient déjà un petit peu poussé, qui étaient de l'année d'avant, soit des gros adultes. Et en fait, ils ne s'acclimataient pas bien du tout en captivité, ils avaient du mal à manger. C'est pour ça que pendant très longtemps, c'était très difficile de reproduire des pythons régis et c'était un exploit de les reproduire, contrairement à aujourd'hui. Et donc, quand ces fermes ont commencé à être mises en place, l'idée c'était de se dire que, au lieu de prendre les adultes et justement d'éliminer des reproducteurs de la nature, de les laisser dans la nature, juste récupérer une partie des œufs, pas tous les œufs, ils ont des quotas bien spécifiques pour récupérer les œufs et ils vont faire éclore ces œufs dans des fermes et une fois que les bébés naissent, ils ne les gardent pas, ils les envoient directement à des importateurs, des grossistes. Nous, on en a déjà importé. Quand ils sortent de l'œuf, ils sont nickel, on les reçoit, on les acclimate. Franchement, en toute sincérité, par exemple on en rentrait 500, on les hydratait bien et tout, on les logeait individuellement. 2 semaines après, on les nourrit. Sur 500, t'en as 450 qui mangent direct. Et une fois que les semaines passent et qu'ils prennent des repas, tu peux pas faire la différence avec un né en captivité en France ou un bébé de farming. Et cette ressource, elle fait vivre des familles, là-bas, au Ghana, qui ont bien compris qu'en gardant cette population de régis, ils pourraient chaque année en prélever un petit peu pour le vendre et l'envoyer dans les pays qui en ont besoin pour survivre. Et ils n'ont aucun intérêt à ce que les populations disparaissent. Donc à l'époque où ils prélevaient, l'époque révolue où ils prélevaient des adultes, ça c'est terminé. Maintenant, même quand ils prélèvent des femelles qui sont gravides, parce qu'ils attrapent, en fait il y a 2 méthodes. Soit à la saison de reproduction, ils prennent des femelles qui sont gestantes et ils les font éclore en ferme, ils les font pondre en ferme, soit ils vont directement dans les terriers chercher des œufs, ils ramènent les œufs et ils font éclore les œufs dans des bacs d'incubation. Et dans le cas où ils prennent des femelles, ils vont faire pondre les femelles donc dans des bacs de ponte. Et ensuite, et ça je peux vous en parler correctement parce que je l'ai fait, on repart dans le bush, ils repartent dans le bush et ils relâchent les femelles aux endroits où ils les ont capturées. Donc voilà. Donc pourquoi? Pour pouvoir continuer ce cycle. Donc si on peut, et finalement c'est un cycle naturel qui fait vivre des gens. Et ça sera bien plus sain d'encourager ce genre de pratique, de vivre des ressources naturelles sans les détruire, plutôt que de creuser des mines. Parce que les gens vont dire, oui, mais alors, les gens, ils ont ça pour leur plaisir, mettre des serpents qui font venir d'Afrique de l'Ouest. Mais combien de gens parmi vous ont des bagues en or? Combien de gens ont des colliers en or? Vous pensez qu'il vient d'où cet or? Mais il y a des mines en Afrique de l'Ouest d'or. Et il est extrait. Et ça détruit l'environnement. Et c'est une ressource naturelle qui est prélevée et qui est des fois prélevée pas comme il faut. Et ça détruit. Mais ça gêne personne parce que l'or,
les gens ne pensent pas que c'est dangereux pour l'environnement et tout le monde porte de l'or. Ta maman porte de l'or, mon papa, ton papa, voilà. Tout le monde porte de l'or. Moi, quand je sors, je porte de l'or. Voilà, lui aussi, putain, il représente, il C'est mon pèse. côté hyper. Donc voilà. Donc en fait, il faut prendre le chose. Il ne faut pas regarder par le petit bout de la lorgnette, mais il faut regarder par en grand angle. Et cette ressource au Ghana, elle est gérée et elle est là pour durer dans le temps. Eux, ils n'ont aucun intérêt à ce que les réjus disparaissent. Aucun. Et quand ils font des programmes comme ça, croyez-moi que les gars, ils disent à tous les mecs du coin, ne leur mettez pas un coup de machette. Parce qu'en Afrique, les gens, ils ont peur des serpents. Et à juste titre, puisqu'il y a des serpents venimeux qui sont mortels pour eux. Donc en fait, quand ils voient un serpent, ils ne savent pas que c'est un python réjus, quoi que ce soit, ils s'en foutent, ils leur mettent un grand coup de machette sur la tronche. Et ces gens-là, en plus, les farmers, ils font de l'éducation, ils disent non, 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 surtout les tuez pas. Et c'est aussi grâce aux farmers qu'on a eu toutes les premières mutations. Les premiers albinos, les premiers pieballs, les premiers, voilà, ils ont été trouvés par ces gens-là. Donc, il y a vraiment un rôle. Et pour répondre à ta question du Réjus à 40 €, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un Réjus, ça devrait coûter 100 € par exemple. Ça vit 35 ans. Il n'y a aucune raison que ça coûte pas cher. Sauf que, en fait, les gens ne veulent pas payer ce prix-là. Et quand tu parles de l'élevage en captivité, je peux t'en parler bien parce que je connais bien le problème. C'est que l'élevage en captivité, bien sûr qu'il y a plein de Réjus en captivité qui naissent et c'est super. Voilà, c'est hyper bien. Il y a plein d'amateurs qui font naître des Réjus. Mais comme c'est pas intéressant parce que c'est des mutations, c'est pas des mutations, la plupart des gens qui élèvent des Réjus, c'est effectivement maintenant, c'est pour qu'il y ait, voilà, pour développer des mutations et tout ça. Ce qui est absolument pas un problème. Et il y a des éleveurs professionnels, donc c'est leur métier, ils font attention à ce qu'ils font au niveau des prix et tout ça parce que ça coûte cher. Mais en fait, quand tu produis un Réjus et que tu le vends 10 €, tu perds de l'argent. Réellement, tu perds de l'argent. Donc en fait, pour répondre à ta question, c'est pour ça qu'on a besoin du farming. C'est pour avoir une source d'animaux qui répondent à un critère de prix que les gens sont prêts à payer. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je préférais que les Réjus se vendent 150 € comme c'était le cas à l'époque. Bon, c'était en France, c'était 1000 francs. Voilà. Super. Moi, je suis pour qu'on récompense le travail des éleveurs. Sauf que personne ne veut le faire. Et qu'en plus, comme tu as toute une partie d'éleveurs qui sont des éleveurs amateurs qui font ça à la maison, eux, voilà, ils vont venir sur un salon, ils vont vendre leurs bêtes, bon, légalement, au black, peu importe, mais ils vont vendre les mutations et puis ils veulent pas garder les normaux. Donc ils les mettent à 10 balles sur la table. Donc est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Je pense pas. Il faut valoriser le travail de l'élevage, il faut valoriser les animaux, parce que c'est des animaux, justement, et parce qu'il y a du travail derrière. Et si on va avoir des animaux de qualité, il faut des installations. Une installation d'élevage, ça coûte très cher. Il y a de l'électricité, il y a de la nourriture, il y a du personnel, il y a du substrat, etc. Donc en fait, le farming, ça permet d'avoir une production de bébés à un coût raisonnable qui soutient une demande. Parce que, quoi qu'il arrive, quoi que tu puisses penser, on n'est pas dans un monde où les gens ils mettront 100 € pour un Réjus classique. Malheureusement. Malheureusement. Moi, je suis pour rehausser tous ces prix. Pas parce que je suis un professionnel, parce que je respecte les animaux et les gens qui travaillent avec. Et que voilà, si vous voulez de la production, c'est un peu le même problème que si tu me disais, ouais, mais nos tomates, enfin voilà, je vois plein de trucs sur les réseaux sociaux, tout le monde commente. Tu vois, donc je peux comprendre que tu t'offusques, mais en fait, souvent, les gens, ils savent pas, en fait. Ils ont pas été dans le pays, ils savent pas vraiment comment ça se passe. Donc, ils jugent une situation avec leur émotion, mais sans une réflexion basée sur... Et surtout qu'en plus de ça, tout ce commerce, justement, international de farming, de ranching, il est quand même encadré par la CITES. Bien sûr. Qui, elle, regarde tout ça et donne son avis. Et vous avez des pays, on peut prendre mon exemple, par exemple le Ghana, qui une année va pouvoir exporter des animaux et qui l'année d'après peut être bloqué par la CITES parce que sur ce pays-là, la population elle est plus... il donne des quotas. Difficile pour la population sur place et donc du coup l'année d'après on ne fait plus d'export. C'est en fonction des saisons parce Exactement. Que les animaux, dans la nature, sans parler de l'homme, sans parler de tout ça, de toute façon il y a des années fastes. Ça a été étudié notamment par Richard Shine en Australie sur la population de pythons aquatiques, les Liasis fuscus à Fogdam dans le nord de l'Australie,
où pendant 12 ans il les a étudiés sur le terrain avec des animaux télémétrés et tout ça. Et en fait, il s'est aperçu qu'il y avait des années qui étaient fastes, où il y avait beaucoup de nourriture, donc beaucoup de naissances de pitons, et des années qui étaient pauvres, où il y avait très peu de naissances de rongeurs, parce que le Liasis fuscus vit en synergie avec la population de rats des marais. Donc en fait, la population des rats des marais nourrit les Liasis fuscus, donc c'est interconnecté. Et les années où il y avait des productions pauvres, parce que le climat était différent, il y avait eu plus de pluie, plus de sec, peu importe, je ne peux pas rentrer dans... Enfin, je ne vais pas les donner en détail, mais en gros, il y a des années où il y a beaucoup moins de bébés qui naissent. Donc voilà. Donc en fait, tout ça, c'est géré normalement par la CITES et il y a des quotas. Donc c'est encadré. Tout le monde ne fait pas n'importe qui et tout le monde ne peut pas avoir une ferme au Ghana. Il n'y a pas 50 000 fermes. Donc il faut une licence. Enfin, voilà, c'est relativement encadré. Donc, entre guillemets, c'est peut-être pas le paradis, mais c'est, je trouve, une bonne solution. Et c'est ce qui a été mis en place en Indonésie il n'y a pas hyper longtemps pour les pitons brongueursmés, etc., qui sont malheureusement, eux, vraiment chassés, parce qu'en Afrique de l'Ouest, les pitons Rhésus, ils sont chassés pour la viande de brousse par les locaux, hein, pour manger. Hein. Ça fait partie du menu de la viande de brousse. Donc ça, c'est traditionnel. On n'y peut rien. Il y a certaines ethnies qui les vénèrent, les serpents. Il y a d'autres ethnies on n'a pas tous les mêmes cultures qui les mangent. Voilà. Donc, nous, on ne mange pas nos chiens, et il y a certains pays qui mangent les chiens. Voilà, mais bon, ça c'est encore un autre délire. Mais disons que ce que je voulais dire par là, c'est que le python Rhésus, il ne fait pas partie des animaux, des serpents qui sont chassés pour leur peau. Ils les tannent très peu, et en fait, les serpents qui sont chassés pour leur peau, c'est en général les très gros serpents, donc les pitons de Seba, et en Indonésie, les pitons brongueursmés, les pitons réticulés, qui sont les deux plus chassés en fait pour la peau. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à la protection animale et la CITES, c'est que les CITES, c'est valable pour les animaux vivants comme pour les animaux morts. Les bouts d'animaux, les peaux, voilà, si vous importez des peaux de crocodile ou des peaux de python, il faut avoir un permis CITES. Et si on regarde les chiffres de la CITES, les proportions de vivants par rapport, d'importation d'animaux vivants par rapport aux importations d'animaux sous forme de parties, hein, de peau, squelette, etc. Mais surtout la peau, puisque ça fait partie de la tannerie. Voilà, c'est 90 pour 10. Donc pour 90% de CITES donnés, pour du mort, il y a 10% pour du vivant. Donc bien sûr que pour certaines populations, le prélèvement et l'exportation peut être un problème. Mais je pense que pour beaucoup de reptiles, le plus gros problème, c'est premièrement l'homme et la disparition de l'habitat. Et deuxièmement, les tanneries et la nourriture. C'est-à-dire que tous les Chinois qui mangent toutes les tortues, etc., voilà, il y a beaucoup d'animaux qui sont exportés légalement ou illégalement surtout pour la nourriture. En fait, au final, pas tellement pour l'élevage. Donc, voilà, ça c'est mon avis. Je pense que le farming c'est quelque chose de bien quand c'est bien fait, et la plupart du temps c'est bien fait. Moi j'en ai visité, enfin voilà, il y a plusieurs élevages en Afrique fermes en Afrique de l'Ouest qui sont connus, que vous pouvez voir dans des livres, etc., et qui sont propres. Et ça permet d'avoir des bébés Rhésus qui survivent pour le coup, qui ne sont pas des adultes prélevés dans la nature, etc., et qui permettent de faire vivre des gens qui vont eux préserver cette population parce qu'ils ne veulent pas perdre leur gagne-pain. Donc ça a vraiment une utilité. Et après, à vous les terrariophiles, ouais, je parlais des tomates parce que je vois plein, je me suis un peu égaré, mais en fait, tout le monde se plaint d'avoir des tomates dégueulasses qui poussent hydroponiques et tout ça. Mais parce que les gars, si vous voulez tous des tomates pas chères et qui ont une bonne gueule, bah c'est normal que ça soit comme ça, qu'on vous donne pas des bonnes tomates de la grand-mère qui vont coûter 3 fois plus et qui sont plus petites et toutes difformes et voilà. En fait, vous voulez quelque chose de pas cher et de normalisé, donc de standardisé. Donc après, il ne faut pas se plaindre que ça existe, parce que bah, c'est ce que la majorité des gens veulent. C'est le problème du commerce. C'est le problème du commerce et de la grande distribution surtout. Oui. Donc voilà. Donc moi, je rêve que de ça, hein, qu'on puisse produire des Rhésus en France et dire voilà, mon Rhésus il vaut 150 €, mais malheureusement pour l'instant c'est difficile. On y travaille, c'est pour ça qu'on fait des vidéos pour montrer la qualité de l'élevage, l'élevage sélectif et tout ça. Mais franchement,
le farming, je pense que c'est une bonne chose et c'est pas ça qui détruit les populations d'animaux. Vraiment pas. Le farming, je ne pense pas. Enfin, moi, c'est mon point de vue. En tout cas. Voilà. On avait Alex Bishop qui, par rapport à ça, nous posait Salut, une Alex. question sur justement sur l'importation des varans. Ouais. Comment ça fonctionnait chez nous. Est-ce qu'on peut expliquer brièvement à Alex comment on travaille? Alors comment on travaille? Donc on travaille avec différents importateurs qui travaillent avec des exportateurs qui sont dans les pays d'origine des animaux. Alors pour les varans, ça dépend lesquels aussi. Alors là, on était plus sur le complexe. Sur les varans type Racinus, etc. Exactement. Parce qu'en fait, le farming, ils le font en Afrique de l'Ouest pour les pitons rhésus, mais ils le font aussi pour les bébés varans des savanes, les Exanthematicus. Donc nous, tous les bébés qu'on reçoit, c'est des bébés de farming. Ils sont nés en ferme et donc ils ont quelques semaines quand on les reçoit. Voilà, donc c'est un peu voilà, c'est du bébé nickel. Donc si derrière on fait bien ce qu'il faut, et ça c'est après le travail des professionnels du reptile, des importateurs et tout ça, de bien faire le boulot. Et de sélectionner les bonnes personnes. Voilà, d'avoir des bonnes personnes sur place. Et après, justement, c'est la problématique, c'est que comme les animaux, certains animaux comme les pitons rhésus par exemple, à la base, coûtent pas très cher. Souvent, à l'époque en tout cas, certains importateurs n'en prenaient pas trop soin. Je veux dire, c'était mis en vrac dans des bacs et tout ça, et c'était pas correct. Et le niveau a vraiment augmenté parce qu'il y a eu toute la nouvelle génération. Des gens qui sont arrivés et qui ont dit non, nous on veut pas faire ça, nous on veut faire les choses bien, voilà, on a besoin de beaux animaux. Il y a aussi tout le développement du Rhésus aussi et des mutations et tout ça qui a vachement aidé à dire voilà, oh là là, c'est un animal super intéressant et tout, attention, dans un lot de normaux il peut y avoir un fire, un machin, un truc de fou, et tout le monde cherchait à la loupe la petite tache qui partait de travers. Je me rappelle d'un exemple, René Valentin qui passe des fois nous voir à la boutique. René. Voilà, salut René, je sais pas si tu nous regardes, mais où en fait qui dans un import sur un animal d'import que Karim Dawes de la ferme tropicale avait importé dans les années 90, qui a toujours travaillé avec des fermes au Togo et tout ça, un animal avait des points blancs sur le côté. Et il a sélectionné cet animal. À l'époque, on ne savait pas trop les morphes, il y en avait quelques-unes, mais bon, il a misé là-dessus, il a dit tiens, celui-là il est un peu spécial, je vais le prendre. Et en fait, c'est devenu le père des Sugar. En fait, il a reproduit cet animal avec des animaux normaux et les bébés sont sortis avec du blanc sur les côtés et tout ça. C'était un gène dominant ou codominant, je sais plus, mais c'est pas grave. Et en fait, voilà. Et donc tout le monde, les premiers Ivory, donc en fait, qui sont nés en captivité, les gens ont sélectionné des Yellow Belly. Personne ne savait ce que c'était. Il y a un gars qui s'est dit à un moment dans un lot de Rhésus classique. Tiens, celui-là, il est bizarre, celui-là aussi, et tout, tiens, je les prends. Et il les a mis ensemble, et le mec, bingo, quoi, ticket d'or, il a sorti des leucistiques, donc qui étaient les premiers Ivory. Et voilà, et donc ça a enfermé le truc, et ça a permis aux gens de se dire, bon, voilà, faut arrêter de faire n'importe quoi, faut bien s'occuper des animaux et tout, et ce qui est normalement logique, hein, je suis d'accord avec vous, hein, et enfin, moi, je sais pas, je me vois pas faire autrement, mais si vous vous en occupez vraiment bien, c'est des animaux qui sont nickel, il y a très peu de mortalité et ça fait vite des populations sur place, c'est vraiment très bien. Donc c'est la même chose pour les Exanthematicus, à une moins grosse échelle puisque la demande est moins importante. Et pour répondre voilà, à la question d'Alex, parce que je suis passé par Brest, ensuite par Paris et machin comme d'habitude. Et on finira à Perpignan. Et à Perpignan. À quelle date? Perpignan, on y sera le 21-05. Le 21-05 pour le Reptile Express Tour. Et comment? Donc en fait en Indonésie c'est assez différent en fait. Là pour le coup il y a aussi des fermes. C'est plus difficile sur des varans du complexe d'avoir de la reproduction. Il y a des fermes où il y a de la reproduction et sinon il y a du prélèvement. C'est clair, faut pas se mentir. Et donc ils ont des quotas. Pareil, hein, c'est régi par la CITES, etc. Donc en Indonésie, il y a des règles bien précises qui sont pas toujours, voilà, ça doit être une deuxième génération en captivité, etc. C'est pas toujours respecté, mais ça vous permet d'avoir quand même un petit peu d'animaux qui rentrent. Donc le standard des exportateurs là-bas, évidemment comme c'est des animaux précieux, ils ont essayé d'améliorer au fur et à mesure et il y a maintenant des très bons
des spots avec des très belles installations. Très bonne structure. Franchement, je pense avoir vu parmi les premiers Prasinus dans les années, au tout début des années 90, quoi, en fait, ils avaient vraiment pas une bonne gueule, quoi. Vraiment parce qu'ils souffraient. Enfin, du transport et tout ça, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Ils ont vraiment augmenté le standard pour qu'il y ait le minimum de mortalité. Et une fois qu'ils arrivent, pareil, ici, chez un importateur, les connaissances ont vraiment augmenté. Et aujourd'hui, voilà, on sait ce qu'il faut faire pour bien les acclimater, etc. Et donc, pour répondre à ta question par rapport à ce que nous, on fait, c'est que voilà, on travaille avec des gens en qui on a confiance pour avoir les animaux qui soient les plus clean possible. On privilégie toujours le plus possible le nez en captivité, mais quand on ne peut pas, pour qu'il y ait du nez en captivité, à un moment, malheureusement, il faut qu'il y ait des souches. Pour avoir des souches, il n'y a pas d'autre. Enfin, faut pas se mentir, hein, il y a pas. Aujourd'hui, tout le monde part du nez en captivité parce que vous vivez à une époque où vous êtes sur votre iPhone et vous pouvez trouver n'importe quel reptile et vous avez l'impression que les reptiles, ça a toujours été là. Mais moi, je suis pas. Facile de les avoir. Voilà, je suis pas très vieux. Et quand j'étais plus jeune, voilà, le 18 mai 47 balais les gars. Donc je suis pas très vieux et à l'époque c'était, t'avais 99% des animaux qui étaient d'import et c'était dur à trouver. Et il y avait des animaux, réellement tu les avais jamais vus en vrai. Et quand tu les voyais en vrai, tu versais ta larme. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo du Bradley, c'est ce que ça m'a fait avec les Prasinus ou des choses comme ça. C'était vraiment, et on ne savait rien et voilà. Donc il y a eu une énorme avancée depuis, et avec Internet, aujourd'hui, c'est vrai que les gens, ils ont l'impression que, souvent, ils nous envoient des questions, est-ce que vous avez une femelle Prasinus NC de telle taille et machin, mais c'est hyper chaud à trouver, quoi, les gars, c'est vraiment hyper chaud. Donc, c'est précieux, et donc, quand on arrive à avoir ces animaux, et de la bonne qualité, derrière, il y a beaucoup de boulot à faire. C'est pas, on les met dans des cages, et on met un prix dessus, et c'est fini. Et il y a tellement de travail d'ailleurs que récemment on a écrit une charte de qualité pour les varans pour expliquer justement tout le travail voilà, qu'on a mis sur notre site pour expliquer tout le travail qu'on fait avec les varans, voilà, qu'on les loge individuellement, qu'on a des soigneurs, donc notamment Laurine, Anthony et nous parfois, qui sont vraiment formés par rapport à ça pour les acclimater. On y passe du temps tous les jours. Comme vous le voyez dans nos vidéos, on fait vraiment du renforcement positif et c'est très important pour ce type d'animaux. C'est plus important que de leur faire un grand terrarium avec des plantes. Ça, en toute sincérité, ils s'en foutent. Hein. Je veux dire, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont peur de vous. Ils veulent juste se sentir bien. Voilà, ils ont un environnement captif et c'est vous la plus grosse problématique. Donc, en fait, au départ, surtout, il faut les mettre en confiance pour qu'ils puissent s'alimenter correctement, vu tout le stress qu'ils ont eu de transport, etc., et s'abreuver correctement pour s'hydrater. Ça, c'est le plus important. Et pour y arriver, il y a des techniques, il y a des types de terrarium spécifiques. Déjà, il faut qu'ils soient logés individuellement. Nous, ça nous prend beaucoup de place, mais on le fait parce que c'est super important. Ça nous permet, on a une fiche de suivi pour chaque animal. Chaque animal, on peut vous dire exactement ce qu'il a mangé tous les jours. Si lui, il préfère les blattes, ou lui, il préfère les criquets. Si lui, il mange de la pince, ou si lui, il mange dans un gobelet, ou posé, ou ci, ou ça. Si lui, il a mangé un rosé trempé dans du jaune d'œuf, machin. Voilà, il y a un vrai suivi. Parce que sans ça, on ne peut pas faire du bon boulot. Et c'est pour ça que c'est pas juste on achète, on vend. C'est vraiment, on s'investit parce qu'on aime ces animaux et on a envie. Voilà, s'il y en a qui sont prélevés, on ne veut pas qu'ils crèvent. On veut vraiment qu'ils vivent. Et en toute sincérité, et ça franchement je vous le promets, depuis qu'on a ces animaux-là, et ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on a des varans d'import, etc., on n'en a jamais perdu. Jamais. Et quasiment aucun de on n'a jamais eu de retour de nos clients comme quoi il était mort chez eux ou quoi que ce soit. On essaye vraiment de faire le max. Alors après ça reste des animaux, ils peuvent mourir, hein, je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais on essaye de faire le max pour qu'ils vivent et qu'ils soient vraiment toutes les meilleures conditions. Les meilleures conditions. Et les meilleures conditions, c'est pas uniquement des choses techniques avec la lampe comme ça, le truc comme ça. Les meilleures conditions, c'est aussi du feeling et c'est aussi d'avoir une mise en confiance. Ils ont besoin d'être en confiance avec vous. Si à chaque fois qu'ils vous voient, ils sont en train de se dire qu'ils vont se faire manger et que c'est un prédateur, c'est mort. Donc franchement, il faut ce côté psychologique, nous on le met vachement en avant. Alors certes, ça a fait au début en tout cas rigoler plein de monde, comme toujours quand on a des façons de faire un peu nouvelles, un peu révolutionnaires. Quand les gens ont dit que la Terre était ronde, bien sûr ça a fait rigoler tout le monde. Et il y a toujours 3 étapes.
quand tu as une nouvelle façon de faire ou quelque chose qui révolutionne un petit peu les choses, il y a 3 étapes. C'est un mec qui s'appelle Idriss Aberkan qui dit ça, qui est un brillant jeune homme qui a 3 doctorats et qui est vraiment très intéressant à regarder. Il dit, quand il y a une nouvelle idée révolutionnaire, il y a toujours 3 étapes. Premièrement, c'est ridicule. Deuxièmement, c'est dangereux. Troisièmement, c'est évident. Donc, la Terre est plate, c'est ridicule. Mais non. La Terre est ronde, pardon. La Terre est ronde. Désolé, c'est ridicule. Il n'a pas 3 doctorats. Non, désolé, mais j'ai été en 3e. J'ai été en 3e. Donc, la Terre est ronde, c'est ridicule. On a déjà dit, si la Terre était ronde, on tomberait. Après, c'est dangereux, parce que si les gens commencent à remettre en question tous les gars, tous les experts qui ont dit que la Terre était plate, tous les trucs théologiques et machin, c'est dangereux. Et ensuite, maintenant, aujourd'hui, pour tout le monde, à part pour les platistes, c'est évident. On peut faire le même exemple avec le droit de vote des femmes. Hein. Au début, c'était ridicule. Après, c'était dangereux parce que elles n'avaient pas resté à la maison pour faire la cuisine et machin et tout. Qu'est-ce qu'on va faire, comment ça se passe? Mais surtout, elles allaient donner leur vote. Et en plus, elles allaient donner leur vote, donc on les a tuées, on les a torturées pour ça. Et aujourd'hui, c'est évident le droit de vote des femmes. Donc en fait, c'est toujours comme ça. Donc, restez ouverts. Restez ouverts, bien sûr que, voilà. Et vraiment, sur les varans, c'est hyper important. Ce truc-là, au niveau de la connexion, c'est super important. Alors, on a Alex King, Snakes. Salut Alex King Snakes. Alex King Snakes. C'est compliqué à dire. Pour moi, oui. Est-ce que tu ne fais pas du rap? Non, j'aurais bien aimé en faire. Qui demande, qui justement continuait dans ce débat-là par rapport au pourcentage d'apport chez Reptiling. Donc en fait, il faut savoir que déjà chez nous, notre leitmotiv premier, c'est d'avoir le plus d'animaux nés en captivité et de proposer du NC presque sur toutes les espèces. Dans un monde parfait, c'est ce qu'on aimerait vous proposer. 100% de... Moi, mon but, ça serait 100% de nés en captivité. Voilà. Nous, notre vraie volonté chez Reptiling, c'est pouvoir vous proposer ça un jour, et c'est pour ça qu'on travaille. Déjà au-delà de ça, c'est que moi, c'est le commencement de ma vie dans les reptiles. C'est qu'en fait, j'ai toujours cru à l'élevage. L'élevage, c'est le seul moyen de lutter activement contre le trafic. Quand les animaux sont élevés en captivité, il n'y a plus de trafic. À l'époque, quand tu voulais des boas de Madagascar... Alors, faut pas trop parler de Madagascar parce que alors, je me rappelle plus de son nom. Alors attends, je vais essayer de retrouver. On avait Romuald Royer qui nous a envoyé, je pense, excuse-moi Romuald, mais qui nous a envoyé, je pense, à peu près 50 messages pour nous dire qu'il fallait qu'on parle de Madagascar. Donc on va parler très brièvement et on reviendra dans une prochaine émission sur Madagascar. Je suis pas un expert, mais j'ai eu des boas de Madagascar qui sont tous les boas, les 3 espèces de Madagascar sont en annexe 1. Donc elles sont hyper protégées. Vous savez que Madagascar, il y avait une superbe forêt un peu partout, enfin il y avait plein de végétation bien particulière, tout est endémique à Madagascar et tout est en train de réduire comme peau de chagrin parce que c'est une des régions les plus pauvres de la Terre et les gens crèvent de faim là-bas. Tout ça pour dire qu'il y a ces 3 espèces de boas. À une époque, ça coûtait vraiment beaucoup d'argent en captivité les boas de Madagascar. Et il y avait des gars qui allaient sur Madagascar pour en trafiquer, pour en choper et les revendre ici en Europe ou aux États-Unis. Toujours l'appât du gain. Voilà. Aujourd'hui, comme beaucoup d'entre eux sont bien reproduits en captivité. Aujourd'hui, un acanthophis du Mérili, sur le marché, ça vaut 60 € grâce au travail des éleveurs. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt pour un gars d'aller prendre tous ces risques pour aller sur Madagascar. Donc, et ramener de l'annexe 1 illégalement. Ça ne sert à rien. Donc en fait, le meilleur moyen de lutter activement contre le trafic, c'est d'élever. Je veux dire, à partir du moment où on élève en captivité, pourquoi la faune australienne vaut super cher? Parce qu'on ne peut pas l'importer. Mais il y a des éleveurs en Australie. Il y a plein d'éleveurs officiels qui sont déclarés, qui font des bébés et qui vendent des bébés. Si le gouvernement australien était plus ouvert, on pourrait les importer légalement d'éleveur à éleveur. Et vous ne payerez plus un python australien 3000 balles. Vous le payerez au prix de l'Australie. Et du coup, ça ne serait pas intéressant pour des mecs d'aller faire du braconnage en Australie. Vous voyez, c'est vraiment ça. Du coup, donc, ça répond à quelques questions justement voilà, qu'on avait sur le prix des animaux. L'élevage, c'est la clé. L'élevage, c'est la clé, parce qu'en plus, ça fait de la conservation. Souvent, quand on met des vidéos sur les réseaux sociaux, les gens disent « Oui, laissez-les dans la nature, machin, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des monstres. » Mais quelle nature, les gars? Quelle nature? Celle qui brûle, celle qui est sous les eaux, celle qui est pleine de plastique, celle qui est bétonnée, celle qui est pleine d'humains. Celle qui est pleine d'humains, celle qui est pleine d'humains qui mettent des matraques aux animaux. Donc voilà, on est trop. Donc, mettez des capotes, élevez des reptiles, voilà. Détendez-vous. Mais en gros, moi, mon point de vue, c'est ça. C'est qu'en fait, on est trop. Donc, en fait, ça sert à rien de prendre la tête aux gens. Mais en attendant, en captivité, c'est pas que mal. Quand on fait de l'élevage, ça permet quoi? Ça permet déjà
de proposer des animaux. Moi j'étais un gamin, je rêvais d'avoir des serpents. Bah, c'est mon droit, tout comme des gens rêvent d'avoir des perroquets ou autres. Bah, si tu peux acheter ton serpent ici à Gazeran, qu'il est né en captivité, où est le problème? Où est le problème? Je veux dire, à la limite, avec un boa constrictor, je vais moins faire chier la société que tous les gens avec leurs chats et leurs chiens. Et j'adore les chats et les chiens, j'ai des chats. Mais ce que je veux dire, c'est que ça coûte beaucoup à la société, il y a plein d'abandons, il y a la SPA et tout ça. Ça mange tous les lézards des murailles. Voilà, en plus. Et les chats, c'est une catastrophe pour l'herpétofaune française parce que tout le monde les laisse en liberté dehors. Bon, pour revenir au truc, la captivité, moi déjà, c'est super intéressant. C'est grâce à ça aussi que les scientifiques, les biologistes et tout ça peuvent avoir des données sur comment les animaux se reproduisent parce qu'ils ne peuvent pas tout étudier en captivité. Olivier Marquis, qui était avec nous sur cette émission, vous en a parlé. Donc ça, c'est super important. Et sachez que, regardez ce qui s'est passé en Australie. Si un jour, par exemple, on prend le cas du Morelia carinata, on ne sait pas combien il y en a dans la nature. Il vit dans une toute petite aire de répartition dans les Kimberley. C'est des espèces de vallées hyper escarpées et tout ça. Si un jour il y a un feu là-bas, s'il faut, toute la population, elle disparaît. Alors que s'il y en a en captivité et que ça se reproduit bien et tout ça, au moins l'animal ne disparaît pas. Et peut-être que si là-bas en Australie, il y a des élevages qui ont cet animal et qui sont sains, peut-être qu'ils pourront être réintroduits. Voilà. Mais donc c'est hyper important. Quel intérêt de prélever si on a les animaux ici en captivité? Et on a Marsu là, qui nous pose justement une très bonne question, qui nous dit avec les durcissements qu'ils ont mis, donc là il parle de tout ce qui est IFAP, etc. Est-ce que ça peut freiner justement ce que tu es en train de développer? Et malheureusement oui, parce que dès que ça devient compliqué et dès qu'il faut faire des démarches et que ça prend du temps, etc., l'être humain est un animal très feignant. Et du coup, c'est là où ça commence à partir un peu en sucette et que les gens commencent à faire des bêtises. Alors, c'est bien qu'il y ait une législation. Attention. Oui, c'est très bien. C'est hyper important que ça soit encadré. Et c'est important que les éleveurs soient on va dire, identifiés, qu'on sache qui a quoi chez soi et tout ça. Ça rassure tout le monde. Ça rassure les autorités, ça rassure les gens. Moi, je suis pour le fait que ça soit correctement encadré. Mais correctement encadré. Là, ils sont peut-être allés un peu loin sur certaines espèces qui n'avaient pas besoin d'autant de protection. Je pense qu'à la base, l'IFAP, c'était fait pour les espèces qui étaient vraiment en danger. Parce que c'est pas que pour les reptiles, c'est pour tous les animaux non domestiques. Les perroquets, etc. etc. Les loutres. Les loutres aussi. J'adore les loutres. Ah, c'est chouette. Et donc, en fait, si à la base, c'était fait pour les animaux réellement protégés, extrêmement protégés, les annexes A, etc. Donc ça, c'est très bien. C'est normal qu'on sache qui a des arayacinthes et combien il y en a et où ça va, comment ils bougent, etc. Maintenant, pour un gecko à crête, je suis pas sûr qu'il se reproduit par milliers et par centaines de milliers chaque année en captivité, qui est devenu un lézard ultra populaire et ultra simple que tout le monde peut avoir. Limite, il devient, j'ai envie de dire, un animal domestique, parce que la définition d'un animal domestique, c'est un animal qui a été modifié par l'élevage humain et qui n'existe pas dans la nature. C'est la définition d'un bumblebee, par exemple, un python est juste bumblebee. Une perruche ondulée bleue. Voilà, une perruche ondulée bleue. À la base, c'est un animal sauvage. Une perruche, aujourd'hui, c'est un animal domestique. Donc ça, c'est vraiment très humain comme façon de faire, et surtout, c'est pas égal à tous les animaux. Donc là, en fait, la législation, c'est bien, elle n'est pas super bien faite, parce que elle est faite par des gens qui prennent pas forcément en compte tous les conseils que certains spécialistes peuvent leur donner et tout ça, mais ça, on va pas faire le débat là-dessus, parce qu'on y passerait des heures pour rien. Mais en tout cas, notre but, c'est vraiment de développer le nez en captivité. Et pour ça, on doit... On a des fans de loutres. Ouais, et ça. Loutre, yeah, mec. Ouais. Non, on a eu Vince W qui a dit mettez des capotes et levez des loutres, ça claque comme slogan. Ouais, on est d'accord. Exactement, on se fera un t-shirt comme ça. Donc, le truc, c'est ça, c'est important d'être responsable, c'est important de faire de l'élevage. Moi, j'ai toujours trouvé ça passionnant, la reproduction. En fait, depuis que je suis petit, mon rêve, c'est de reproduire des boa constrictors. Mon premier boa, j'ai été engrainer mon cousin pour moi j'avais un mâle, pour qu'il prenne une femelle, et tout de suite je lui dis ouais, après on fera de la reproduction et tout. Moi ça me fascine de voir ces animaux se reproduire en captivité, et je sais que c'est bon parce que aujourd'hui, quand on vend des reptiles, voilà, il n'y a pas de problème d'éthique. C'est né ici à Gazeran ou en Allemagne ou à droite ou à gauche, où est le problème? Voilà, et on a répondu à une offre. Un gamin, il est passionné,
ou un gars, il est passionné depuis qu'il est tout petit, il veut un serpent, tu pourras mettre toutes les lois du monde, il aura son serpent, comme il aura sa Kalachnikov, ou comme il aura sa bagnole de sport, ou comme il aura son timbre rare, Je ou veux voilà. bien une bagnole de sport. Voilà, ouais, pas de problème, tu peux t'en acheter une. Si. Je monterai dedans si tu veux. Allez Harper, faites une pétition pour moi s'il vous plaît. Faites une caillette litchi et Faites une achetez-lui caillette une litchi. petite voiture de sport. Et, Une majorette. et non mais plus sérieusement, c'est vrai, c'est super important. Moi j'ai jamais compris pourquoi on n'incitait pas plus les gens à faire de la reproduction. Parce qu'à partir du moment où c'est né en captivité, je vois pas où est le problème. Donc nous évidemment, notre but c'est d'avoir 19%, 100% de nés en captivité. Malheureusement sur certaines espèces, il y a des milliers d'espèces de reptiles, donc bon, avant que ça se passe, il va se passer un temps, mais sur toutes les espèces déjà communes, c'est le cas. Actuellement dans notre boutique, on a 95% de nos animaux, et c'est déjà un score, qui sont nés en captivité. Une boutique comme la nôtre, dans les années, au début des années 90, c'était la proportion inverse. Donc on a déjà bien progressé tous. Quand je dis on, c'est pas Reptiline, c'est tous les gens du reptile. Voilà, comme ça se passe aux États-Unis et partout dans le monde. Donc, en fait, nous, c'est notre but. Moi, franchement, j'ai très peu d'animaux d'import et je vais pas importer des petits lézards à la con, des trucs ou des serpents qui bouffent que des lézards ou des trucs qui bouffent. Ça m'intéresse pas. Moi, j'essaie d'avoir des animaux qui peuvent vivre correctement en captivité. Si c'est trop spécifique, c'est voilà, ça, c'est que pour des experts et je pense que ça doit être réservé à des gens vraiment bien particuliers. Mais sur les espèces qui peuvent s'élever correctement en captivité, et il y en a plein, la preuve, voilà, il faut être responsable, il faut que les professionnels ou tous les gens qui sont impliqués voilà, fassent les bonnes choses. Et c'est pas un problème d'importer quelques animaux s'ils sont bien élevés et si derrière ils produisent des bébés en captivité et que ça fait des souches. Donc oui, notre but c'est de faire ça. Et franchement, au niveau des varans, pour répondre, revenir sur la question originelle. On était à Strasbourg là. Ouais, pardon. Les varans, on en importe pas tant que ça. Franchement, nous, on fait ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire que moi, je vais prendre ceux que je trouve les plus chouettes. Voilà, et on sait qu'on n'a pas des installations gigantesques, donc on peut pas en avoir des centaines. Et surtout, nous, on leur donne du temps. Voilà, on passe des demi-heures, des heures avec eux, etc. Donc, en fait, si on veut avoir un travail de qualité, on va faire de l'artisanat. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'artisanat d'art. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre 10 Les bêtes. maçons du reptile. Non, les maçons, t'es fou, toi. Les joailliers du reptile. Ah, les joailliers alors. Ouais, bon. Dis, mais vous vendrez des parpaings et moi, je vous vendrai des Rolex. Donc, mais vraiment, c'est ça. C'est que moi, je considère vraiment que ces animaux, c'est des pierres précieuses. Et qu'il faut vraiment tout faire pour que ça vive et qu'ils soient vraiment bien et que derrière, ils puissent se reproduire. À tel point que mon credo, c'est que je ne vends pas ce type d'animaux, les varans. Déjà, on les laisse pas partir tant qu'on n'est pas sûr d'eux. Voilà, c'est nous qui décidons quand ils partent, même si les gens les réservent. Que si les gens ne suivent pas nos prérogatives et nos conditions d'acclimatation chez eux et tout ça, voilà, on ne veut pas le faire et on veut pas être responsable. Parce que c'est vraiment important aussi ce qui va se passer chez les nouveaux acquéreurs. Et surtout, quand quelqu'un vient me voir et qui veut juste un varan pour mettre dans son salon, juste pour décorer, en général, je refuse. Parce que j'ai envie que ces animaux-là se reproduisent, justement. Donc je sais que souvent, c'est des gens qui aiment ces animaux et qui veulent les reproduire parce qu'ils savent que c'est rare en captivité et que c'est hyper intéressant. Donc, parfait. Après, il y a plein d'animaux maintenant qui sont très communs en captivité, qu'on peut avoir comme animal, entre guillemets, plus de compagnie et de kiff. Donc vaut mieux prendre un pogona si on veut juste avoir un animal, un lézard de compagnie ou un varan plus, on va dire, par exemple un acanthurus, un varan plus commun qui se reproduit très bien et où il y a des souches bien établies maintenant en captivité. Pas de problème, là on prend voilà, un spécimen pour se faire plaisir, pour l'élever pendant des années et tout. Mais sur des animaux vraiment spécifiques, comme ça, qui ont besoin d'être développés en captivité, il faut les reproduire, donc c'est pour ça qu'on va dans cette direction-là. Bon, on va vous laisser, cher Harpers. C'est déjà l'heure? Non, je déconne. Non, il y a un quart d'heure alors. Allez, on a un quart d'heure. Et... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, en fait, on avait pas mal de trucs. Hein. On y va? On continue? Ouais, on continue.
On avait une question de Guillaume Janet, salut Guillaume, et qui nous a envoyé une question sur notre reptiling@gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer des questions par mail et essayez de concentrer vos questions sur un réseau ou un moyen de communication, entre guillemets, parce que c'est très difficile pour moi d'aller vous rechercher toutes vos questions à droite et à gauche. C'était mon message personnel. Donc, on avait Guillaume Janet qui nous posait la question. Dans vos vidéos, vous expliquez que les serpents en captivité doivent être nourris avec parcimonie et notamment certains Morelia comme le Viridis. Tous les serpents. Mais qu'en est-il de grosses couleuvres hyperactives et au métabolisme rapide comme les pitchofis ou les drimarcons? Chez certains de nos confrères, ils parlent de rats de 200 grammes par semaine pour des loading de 2,5 kg. Ça, c'est un exemple. Bah après, évidemment, tous les serpents, non, globalement, on peut dire, franchement, moins vous les nourrissez, mieux c'est. Mais après, il y a vraiment une différence fondamentale entre un Brongersmey, par exemple, un Python Brongersmey et un Pitchophis lodingi. On a une couleuvre à métabolisme rapide qui a besoin de manger plus régulièrement, mais qui est quand même susceptible d'être obèse, et un animal qui est un chasseur à l'affût, qui va jamais, enfin très rarement bouger, qui dépense peu d'énergie et qui va capitaliser à chaque fois qu'il mange une proie, il va capitaliser à fond. Donc ces animaux-là, évidemment, faut pas beaucoup les nourrir, comme les Morelia viridis. Il faut savoir que les Morelia viridis, dans la nature, justement ça, c'est une des choses qui est expliquée dans le nouveau bouquin de Terry Phillips, ils passent beaucoup de temps à monter et descendre des arbres pour venir chasser proche du sol. Ils viennent chasser proche du sol. Et ils sont embusqués sur les troncs, proche du sol, comme ça. Et ça leur demande beaucoup d'énergie de monter et de descendre comme ça. Et souvent, quand ils ont eu une proie, ils restent pendant longtemps sans bouger au niveau plus haut dans les arbres, protégés des prédateurs. Et quand ils ont faim, ils descendent chasser. Mais en fait, leurs embuscades, elles ne marchent pas à tous les coups. Et en fait, ils n'ont pas une très grosse réussite. Et très souvent, c'est pour ça que quand une femelle se reproduit dans la nature, comme c'est très difficile d'avoir de la nourriture et qu'elle va dépenser beaucoup d'énergie pour la reproduction, des fois elle met 3 ans avant de se reproduire à nouveau. Alors que nous, en captivité, on confond pas mal de choses et un serpent comme ça, comme un Morelia viridis, qui est un prédateur, lui, il a tellement peu d'opportunités qu'il ne faut pas qu'il les loupe. Donc en fait, il est programmé pour taper dans tout ce qui bouge. Et un boa, c'est pareil, etc. Donc en fait, votre boa, si vous avez l'impression qu'il a tout le temps faim, c'est pas qu'il a tout le temps faim, c'est qu'en fait, il est tout le temps prêt à... Parce que son instinct lui dit, il faut que tu sois prêt à prendre parce que tu sais pas quand est-ce que va être le prochain. Et là, en captivité, évidemment, c'est très souvent. Et il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, nous, on est des mammifères, donc on a besoin de manger tout le temps. Donc on a du mal à se mettre dans la peau d'un ectotherme. On a du mal à se mettre dans la... énergivore. Voilà, et on a du mal à se mettre dans la peau d'un serpent, on a envie. En plus de ça, le terrariophile, quand il voit son animal manger, il se dit « Ah, super, il mange. Ah, il est en bonne santé. » Donc en fait, les gens, ils sont pressés. Nous, on voit quand on vend des serpents, on dit souvent aux gens attendez quelques temps avant de les nourrir et tout. Et très souvent, les gens disent « Ah, c'est super, hier je l'ai nourri. » Enfin, 2 jours après ou 1 jour après, ils disent « Hier je l'ai nourri, il a mangé, je suis content. » Donc voilà. Ou à l'inverse, quand leur python Régus arrête de manger pendant 3 semaines, ouais, je comprends pas. Voilà, parce qu'en fait, on leur a dit « Ouais, mais quand ils mangent pas, c'est parce qu'ils survivent, ils sont malades. » Non. Pas forcément. En fait, les pythons Régus, pour parler d'eux, puisqu'on en a parlé au départ, en Afrique de l'Ouest, pendant la saison sèche, ils ne mangent pas. Ils restent 3 ou 4 mois sans manger. En fait, ils sont dans leur terrier et ils attendent que la pluie revienne. Parce qu'en fait, il n'y a pas de proie. Donc en fait, ils sont habitués à vivre avec le moins. Et en plus, on ne va pas nourrir un serpent de la même manière quand il est juvénile que quand il est adulte. En fait, il y a... En tout cas, moi, c'est ce que je pratique en captivité, il y a 2 modes. Et en fonction, en plus des espèces, ça peut être différent. Mais globalement, si on veut aller vite, quand ils sont juvéniles, de 0 à 2 ans, c'est important de les faire manger avec régularité et c'est important de les faire manger avec des tailles de proie qui augmentent régulièrement et assez rapidement. Parce que c'est là où va être déterminé un petit peu la croissance et on va dire le gabarit de l'animal. Donc en fait, si on ne les nourrit pas à un bon régime, alors sans être démentiel, hein, mais à un bon régime quand ils sont les 2 premières années, souvent ils vont avoir un départ un peu lent. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas des bons reproducteurs, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être des serpents qui vont vivre longtemps, mais ils seront de taille un petit peu inférieure et c'est toujours bien d'avoir un bon départ au moins la première année.
Ensuite, une fois qu'on arrive vers la maturité sexuelle, vers 3 ans, on va dire 3-4 ans pour les boïdés, là, il faut ralentir à fond, quoi. Et il faut inverser la tendance, c'est-à-dire qu'il faut oublier le concept de gros serpent égale grosse proie. Souvent, les gars qui ont des boas, ils veulent leur donner des lapins, ou les bongersmets, des cochons d'Inde, des trucs comme ça. Non. Et les bohélénies, pareil, des grosses proies, tout. Ils sont capables de manger des grosses proies. Parfois, ils en mangent dans la nature. Mais en fait, en captivité, ce n'est pas nécessaire. Parce que, aussi bien dans la nature, ils peuvent manger une grosse proie, mais après, ils peuvent manger une souris grosse comme ça. En fait, ils vont taper dans tout ce qu'ils trouvent. Ils sont opportunistes. Ils sont opportunistes. Et en fait, en toute sincérité, j'ai élevé énormément de bongersmets dans mon parcours d'éleveur, qui sont des animaux de taille moyenne. Des fois, je vois des gars, ils ont des bongersmets, mais surdimensionnés, qui sont énormes. Pareil chez les boas et tout. C'est trop nourri. Et en général, ils ont des problèmes de fécondité, ils ont des problèmes de santé. Voilà. Un bon poids pour un bongersmets, le poids moyen dans la nature pour un bongersmets, c'est 3,5 kg. Pour les Morelia viridis, par exemple, je reviens sur le bouquin de Terry Phillips qui est excellent. Qu'est-ce qu'il explique? Il explique qu'à un moment, dans un bouquin très célèbre de Greg Maxwell, qui est The Complete Chondro Python, The Complete Chondro, qui a, voilà, Greg Maxwell, un grand éleveur, voilà, à l'époque, il disait le poids de forme pour une femelle adulte, c'est 1 kg. Parce qu'il ne savait absolument pas comment ça se passait dans la nature, etc. Voilà, par rapport à lui, à sa vision à lui et aux choses qu'il savait. Ils ont dit, voilà, une femelle, 1 kg. Sauf que là, maintenant, on sait que les femelles adultes de Morelia viridis ou Azurea, enfin voilà, peu importe maintenant avec la nouvelle nomenclature, l'une ou l'autre, enfin on va dire globalement les Morelia viridis, c'est entre 350 et 600 grammes une femelle. Pas 1 kg. À 1 kg, elle est obèse. Et une ponte en captivité d'une femelle d'1 kg, ça peut aller jusqu'à 30 œufs. Vous n'aurez jamais ça dans la nature. En fait, dans la nature, elles pondent entre 6 et 15 œufs. Donc en fait, vous voyez, il y a un delta. Parce que déjà, on n'y connaît rien en reptile. On n'y connaît rien de ce qui se passe dans la nature. C'est que des fantasmes. C'est que des projections. Et une fois, un gars a dit ça, donc voilà. Donc en fait, là, la norme qu'il avait donnée, c'est pour ça qu'il faut arrêter avec les normes. Il faut que ça fasse tant de temps, tant de trucs. Il faut regarder un peu ce qui se passe dans la nature. Et quand tu parles avec un gars qui a beaucoup d'expérience avec des animaux dans la nature, par exemple chez les bongersmets, il y avait le gars qui a mis en place le farming en Indonésie pour les bongersmets, pour les pitons, tous les pitons bongersmets. En fait, lui, il allait voir des gars qui les attrapaient, des skinners, ce qu'on appelle, qui les attrapaient pour le commerce de la peau. Et en fait, donc, le gars, il avait une expérience incroyable d'adulte, puisqu'ils en capturaient tout le temps. Et le poids moyen, c'est 3,5 kg. On n'a jamais vu des bongersmets de 11 kg dans la nature. Donc, en fait, on reste sur cette target. Et franchement, si vous nourrissez souvent un bongersmet avec des grosses proies, mais vous l'emmenez à 7-8 kg, no problème, hyper facilement. Et là, vous n'arriverez pas à le reproduire, ou très difficilement, et il va être plein de gras, et il va mourir. Tous les viridis autopsiés qui sont gros, ils sont pleins de gras. Pareil pour les boas et tout ça. Un boa, ça doit être sec. Tous les serpents doivent être secs. Et des fois, on a l'impression qu'ils sont pas trop gros, mais ils sont déjà trop gros. Donc, il faut savoir, par exemple, chez Antaresia stimsoni, donc un petit python australien, ils ont fait des études et tout ça sur le terrain, etc. En fait, l'animal, un adulte, il va manger que 10 fois par an des souris, des rongeurs en moyenne 20 grammes. Donc en fait, il va manger 200 grammes dans une année. Et il va très bien. Je veux dire, c'est comme ça. Donc en fait, faites attention vraiment à ça, quoi. Autant il y a un moment, au départ, il faut vraiment être constant et tout ça. Et après, quand ils deviennent adultes, non seulement il faut réduire la taille des proies, et il faut aussi cycler au niveau des moments où vous donnez. Et bien sûr, là je parle dans les grandes lignes, parce qu'il faut affiner en fonction des espèces. Voilà, on ne nourrit pas pareil, voilà. Mais globalement, les serpents sont trop nourris en captivité et sont trop chauffés. Et en fait, c'est la conclusion, et on va finir là-dessus peut-être, c'est sur cette question en tout cas, c'est la conclusion du livre de Terry Phillips. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce qu'on fait en captivité avec les Morelia viridis? Il dit too hot, too wet, too fat. Trop chaud, trop humide, trop gras. Voilà, et c'est ce que je dis depuis des années, et c'est ce qu'on voit que tous les gens qui pratiquent et qui ont beaucoup de serpents, voilà, moi j'avais 400 reproducteurs, Terry Phillips il en a plein, et tout ça, tous les gens qui ont fait vraiment de l'élevage,
et qui observent leurs animaux, voilà, se rendent bien compte que le trop, trop de nourriture, ça tue. Et je pense qu'on les chauffe trop aussi, pour beaucoup. Donc on va continuer, on avait pas mal de questions par rapport à ce qu'on allait recevoir ou pas, ou ce qu'on allait proposer prochainement à la vente en animaux. C'est difficile à dire ça. Voilà. C'est pour ça que je pose la question, pour justement tous vous expliquer comment ça se passe en ce moment, et avec le confinement c'est compliqué aussi pour nous de pouvoir avoir des animaux et de vous proposer plus de choix actuellement. Mais on avait des questions, donc on avait Dylan Paget qui demandait quand va-t-on avoir de l'Albertisie? Alors, bonne question. Ça, c'est pareil. C'est un serpent qui est peu reproduit en captivité, qui jusqu'alors, je ne sais pas pourquoi ces dernières années, s'est mis à intéresser plein de gens, et tant mieux parce que c'est un python que j'adore et qui est vraiment génial à élever et tout ça, qui est vraiment super. Il a été boudé pendant longtemps par les terrariophiles parce qu'il avait la réputation d'être agressif, hein, et puis comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de serpent agressif, c'était juste un serpent peureux et nerveux qui, quand il avait peur, se défendait. Mais en fait, dès qu'on le met en confiance, tout va bien. Et c'est un serpent qui a un véritable challenge à reproduire. Il n'y a pas énormément de gens qui le reproduisent. Il y a eu plusieurs personnes en France, dont Jean-Pierre Cohen, par exemple, qui les a reproduits, ou René Fleuris dans le nord de la France. D'autres, Olivier Marquis d'ailleurs, qui les a reproduits ici dans la région parisienne, etc. Il y a plein d'éleveurs à droite à gauche, mais c'est sporadique. Il y a un petit peu d'animaux qui sont importés d'Indonésie, de farming, des subadultes ou des jeunes. Bon, c'est avec parcimonie, on a du mal à en avoir. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on a fréquemment, et c'est pour ça que quand vous envoyez, il faut sauter dessus, et surtout, il faut bien s'en occuper derrière. Il faut vraiment essayer de les reproduire et de les élever parce qu'il en faut plus en captivité. C'est vraiment une espèce très intéressante. Mais pour rebondir sur tout ce qui vient de se dire là sur cette dernière question par rapport à quand est-ce que vous aurez, qu'est-ce que vous allez avoir et tout ça. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un marché qui est, une activité. Je vais pas employer le mot marché parce que ça peut être mal interprété, mais acheter des reptiles c'est hyper compliqué en fait. Parce qu'en fait, c'est pas comme acheter des terrariums ou des thermostats. Ça, c'est fabriqué dans une usine. Je peux vous dire, telle date, je vais recevoir 2 cartons de 300 thermostats, etc. Voilà. Là, les reptiles, c'est totalement aléatoire. Une année, les éleveurs avec qui on travaille plein d'éleveurs, amateurs, professionnels. Une vraie toile d'éleveurs. Voilà, moi ça fait 30 ans que je suis, 31 ans bientôt que je suis dans le milieu du reptile, que je suis en foot reptile, voilà, depuis que je suis tout petit. Donc tous ces gens, je les connais, c'est des amis, certains pas, certains oui, mais en fait ce que je veux dire c'est que voilà, c'est un milieu où on se connaît tous. Et j'ai beaucoup bougé partout et j'adore faire des connexions avec les éleveurs, et justement ça me permet de vous proposer des beaux animaux. Mais en fait, un coup le gars il va me dire ouais, je pense que je vais avoir une ponte de scie, il n'a pas sa ponte, ou ses œufs ils foirent. Tel gars dit on va peut-être avoir un permis pour avoir tel type d'animaux, il n'y a pas eu les animaux, etc. Donc c'est complètement aléatoire, c'est toujours en mouvement, et c'est ça qui est passionnant aussi pour moi de trouver ces animaux là. Il faut avoir beaucoup de contacts et il faut avoir l'œil partout, et puis des années, peut-être qu'il y a un gars, il va reproduire plein de trucs super et on va les avoir. L'année d'après, peut-être pendant 2 ans, il ne va pas les reproduire. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que des fois, j'ai des mails qui me font un peu halluciner, vraiment gentiment, en me disant voilà, je cherche une femelle adulte de ça ou une femelle subadulte de ça. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous pouvez en avoir? Bon, comme ça va. Mais des fois, c'est un peu hallucinant. Tu dis, ou alors est-ce que je peux avoir un couple de tel truc formé, qui soit adulte et comme ci et comme ça. Mais en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est délicat de trouver des animaux. C'est pour ça que je fais toujours la comparaison avec les pierres précieuses et tout ça. Et il faut aller, des fois, attendre pendant longtemps et creuser. Et voilà, chaque animal est précieux. Il y a eu le cas, par exemple, avec les bécaries qu'on vous propose sur notre site internet. Où ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas eu de bécarie dans l'ensemble des professionnels de la France. Voilà, et même en Europe, il n'y avait pas de bécarie. Il y a beaucoup d'animaux en fait, qui sont comme ça et qui sont vraiment rares. Parce qu'il faut déjà avoir, pour revenir sur comment ça se passe l'import-export, c'est qu'il faut déjà avoir des permis d'import et qu'eux aient des permis d'export, mais surtout après il faut qu'ils en aient, même là-bas en Indonésie. C'est-à-dire qu'en fait les gars, l'Indonésie c'est 18 000 îles. 18 000 îles avec des parcs nationaux, avec des îles qui sont séparées par des mers qui sont hyper dangereuses, avec des vagues, il y a des pirates, enfin, c'est vraiment l'émeute le truc. Et en fait, les gars, ils partent sur des îles comme ça, ils risquent leur vie,
Et il faut qu'ils aient le talent de trouver les animaux, qu'ils savent où ils sont. C'est vraiment toute une épopée en fait le truc. Ça arrive pas comme ça quoi. C'est pour ça, vous êtes peut-être sur votre canapé avec votre tablette en disant tiens, je vais me trouver un bécari. Mais en fait, les gars, ils ont fait des jours de bateau, ils ont campé dans la jungle, ils ont été trouver des trucs. Il faut qu'ils en trouvent. Après, il faut qu'ils reviennent, qu'ils aillent chez un exportateur qui habite complètement à l'opposé du truc, proche d'un aéroport, etc. C'est tout un bazar quoi. Ensuite il faut qu'ils soient importés ici et achetés par des gens et revendus. Il y a un parcours qui est hallucinant quoi. Donc en fait chaque animal c'est vraiment voilà c'est toute une histoire en fait. Et pareil pour l'arrivée des animaux en captivité, voilà il y a des gens, John Wiggle par exemple, qui a été l'Australien qui a été chercher les premiers Morelia carinata dans les Kimberley parce que ça le fascinait de savoir que cette espèce existait. Il a eu, comme il travaille pour un zoo, il a eu un permis. On en avait parlé dans le premier Airport d'ailleurs, hein, où j'avais fait toute l'émission sur les Morelia carinata. Il a eu un permis pour pouvoir en prélever, pour pouvoir les étudier. Le gars, il est parti pendant 12 ans avec ses potes tous les ans dans les Kimberley. Ils ont failli crever plein de fois, c'est hyper dangereux, ils n'avaient pas de bouffe à un moment, ils n'avaient plus de téléphone, ils y allaient en hélicoptère. Enfin, ça a été tout un bordel pendant 12 ans. Combien il a ramené de spécimens? 5 spécimens, les gars. 5 en 12 ans. Et il les a acclimatés chez lui, il a réussi à les reproduire. Et grâce à ça, voilà, il y a eu des Morelia en captivité, des Morelia carinata en captivité en Australie. Il les a développés dans son zoo. Il a pu en exporter légalement à d'autres zoos, notamment à Terry Phillips aux États-Unis, etc. Et aujourd'hui, on a des Morelia carinata à Gazeran. Mais imaginez le truc. Donc quand vous appelez en disant oui, vous avez un Morelia carinata, machin truc bidule, mais les gars, il y a un parcours. Moi, quand j'ai un Morelia carinata, je pense à John Wiggle en train de crapahuter dans le truc, à essayer de les trouver dans la nature. Machin, en train de camper, en train de galérer et d'avoir plus de vivres et tout ça. Je pense à ce mec qui est tellement passionné et tellement taré que le gars il a risqué sa vie pour aller là-bas pendant 12 ans pour cette espèce. Donc franchement quand tu le regardes, c'est pas juste un sapin que tu regardes, c'est toute la détermination d'un homme, toute la passion d'un homme. Et ça se respecte. Donc il faut vraiment respecter le travail des éleveurs et le travail de tous ces fous furieux du reptile. Vraiment les gars, c'est pas, ça sort pas d'un iPhone et ça sort pas d'internet. C'est vraiment, il y a une, il faut vraiment être dédié à mort et il y a vraiment une détermination incroyable derrière tout ça. Il y a vraiment un travail. Moi, il y a certaines espèces que j'ai reproduites. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à les avoir et ça m'a mis 7 ans pour avoir des bébés nés en captivité. 7 ans où je les ai nourris chaque semaine, où j'ai passé du temps à les abreuver, à machin, à en prendre soin, à trouver toutes les techniques possibles pour qu'ils se reproduisent, arriver à avoir des œufs, mais mes œufs ils foiraient, trouver les bonnes techniques d'incubation. Moi, il n'y avait pas à l'époque, enfin je dis moi et tous les autres, il n'y avait pas des vidéos YouTube où on te montrait comment faire un incubateur et tout ça. Tu étais obligé d'avoir des potes qui te montraient ou de te tester. D'ailleurs, ça nous ouvrait beaucoup à l'expérimentation. On était obligé d'être ouvert. Donc là, maintenant, tu vas sur Internet, tu trouves tout. C'est fastoche, quoi. Et c'est bien. Et tant mieux, parce que le but, c'est qu'on diffuse cette connaissance. Mais vraiment, il faut respecter le travail de tous les anciens, de tous les gens qui ont fait ça. Des mecs comme Frank Scofield, mon mentor, mais il a dédié sa vie, quoi. Vraiment, le mec, il y passait tout son temps et il a transmis tout ça. Donc vraiment, quand vous voyez un animal, maintenant, aujourd'hui, né en captivité, pensez à ça et dites-vous, quand vous êtes face à un Morelia Brady, à un Carinata, à un Prasinus et tout, imaginez tout ce qu'il a fallu pour qu'il soit là. Imaginez que ce soit le fait d'importer les parents ou le mec qui s'est pris la tête pour le reproduire. Donc c'est pas juste une paire de godasses qui a été fabriquée dans une usine Nike. Hein. Il y a vraiment tout un process quoi, qui est très long et qui est vraiment un gros investissement au-delà de la thune. Donc franchement, il y a du respect à avoir pour ça, pour les animaux et pour tous les gens qui ont fait que ces animaux soient présents en fait. Donc il faut en prendre vraiment soin et il faut respecter ça. On va finir avec la question de Zoé. Donc Zoé, elle a 10 ans. Je pense que ce soir, c'était la plus jeune avec nous. Ah, génial, bravo. Et Zoé, on va lui envoyer un t-shirt. Et Zoé, on t'enverra un Envoie-nous un mail sur Reptiline et on demande à ton papa qui nous envoie un mail et on t'enverra un t-shirt. Demande à ton papa. Je pense qu'elle mettrait un mail, Zoé, à 10 ans. C'était son papa. Ah bon, d'accord. Okay. Donc, après, si tu sais faire un mail, Zoé, n'hésite pas. Zoé, elle demandait quelle est la taille pour un gecko à crête adulte. La taille d'un terrarium? D'un terrarium, pardon. Alors,
Donc le terrarium qu'on recommande la plupart du temps pour un gecko à crête adulte s'il est tout seul, c'est 45, 45, 60. Tu peux prendre un peu plus grand, 60, 45, 60 si tu veux donner un peu plus d'espace et mettre un petit peu plus de décoration. Mais au minimum 45, 45, 60. Voilà. Donc voilà Zoé. Et Zoé, tu peux aussi... Il y a une vidéo sur les geckos. Voilà, pendant ce temps où tu as du temps l'après-midi et le matin, vu qu'il n'y a pas école en ce moment, tu peux aussi aller sur notre chaîne YouTube et regarder nos vidéos sur les geckos à crête. Et il y a un épisode d'Airworld qu'on a consacré aux geckos à crête avec notre amie Laurine, donc notre soigneuse number one, Laurine, qui est une spécialiste aussi, qui est une grande passionnée de geckos à crête, de geckos en général et de lézards, on va dire, et de varans. Voilà, qui était avec nous pour partager son expérience avec vous et répondre à vos questions. Exactement. On va aussi en profiter pour refaire un point sur nos événements Reptiling 2020 parce que vous Ouais. avez été nombreux à savoir si nos événements allaient avoir lieu. Alors pour l'instant, on espère que oui, parce qu'on espère vous voir et passer un super week-end avec vous. Donc, comme d'hab, alors il y en a 3. Voilà, on a nos 3 événements. Donc on a le Lizard Day qui sera le 19 et 20 septembre, le Colibri Day le 17 et 18 octobre et le Boy Day qui sera le 21 et le 22 novembre. Donc nous on espère vraiment qu'on aura la possibilité de faire ces événements et de passer du bon temps avec vous et de vous rencontrer, de répondre à toutes vos questions en direct. Voilà, et bien sûr on aura toujours les t-shirts collector avec les logos et l'année. Et à savoir nos nouveaux t-shirts. Et à savoir que c'est marrant parce que le temps passe vite. Le premier Colibri Day qu'on a organisé, c'était déjà en 2012. Donc voilà quoi, ça passe vite. Le temps passe et passe et passe. Et donc on en est à l'édition 2020 et donc normalement en septembre ça devrait se passer. Et puis si jamais le Lizard Day on n'arrive pas à le faire en septembre, je pense que pour le Colibri Day en octobre, bon il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On mettra des masques. Voilà, on mettra de la compagnie créole, trou de balle, piscine de jet, et donc voilà, mais sinon on décalera peut-être le Lizard Day, mais a priori on garde les dates. Donc voici le flyer. Et donc pour ceux qui se posent la question aussi si on sera présent sur des bourses, nos bourses elles sont chez nous. Donc, dans notre slip. Voilà. Donc venez nous voir nombreux. Non, en fait, on préfère organiser nos propres événements, comme ça on peut mettre l'ambiance qui va bien et puis surtout voilà, avoir plus de temps pour vous conseiller. Mais en général, on participe maintenant plutôt à des bourses étrangères, notamment en Allemagne, et donc on pourra se rencontrer là-bas. Et voilà, n'hésitez pas à passer nous voir. Et en attendant, on peut toujours se retrouver sur notre chaîne YouTube. Parce que c'est super, YouTube. Non, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube et sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur notre site internet. On reprend, donc pour tous ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, on a discuté donc de la reprise en fait des livraisons d'animaux, etc. Et de notre Reptiling Tour Express Tour, pardon. Le Reptiling Express Tour, donc on vous rappelle les dates du Reptiling Express Tour, c'est-à-dire que Nico va venir vous livrer vos animaux, on mouille le maillot pour nos clients chez Reptiling. Donc le 14 mai, putain, ça me fait trop plaisir de dire ça parce que normalement c'est juste mon dos là. Pardon. Je vais faire. Je me disais c'était mou. Je devais faire une tournée avec mon groupe Loco Muerte, elle a été annulée bien sûr. Alors les Loco Muerte que je salue. D'ailleurs si vous aimez la musique type métal et tout ça, n'hésitez pas à aller sur locomuerte.com et sur YouTube voir nos clips. Je fais un peu de promo, hein, c'est parce que vous êtes confinés, vous devez écouter de la zik aussi quand même. Donc ça me fait plaisir de donner des dates, ça me rappelle les tournées. Alors le 14 mai, on sera à Nîmes et à Marseille. Le 15 mai à Nice, le 17 à Lyon, le 20 à Toulouse. Donc Toulouse, c'est là où il y a l'association des tortues, on va y revenir. Et il faut donner pour l'association. Ensuite le 21 mai à Perpignan. Ensuite, Rennes et Nantes chez les Bretons, c'est le 28, le 29 à Niort, Saintes et Bordeaux. Voilà, donc c'est ça le Reptiling Express Tour les gars. Et donc on finit avec nos amis de l'association du refuge des tortues, Jérôme Marant. Allez voir pour faire la cagnotte litchi, aidez-les, aider les tortues. Oui. Les gens pensent que vous êtes fermé quand même, vous avez fermé au mois de... Non, on n'est pas fermé, on a été ouvert. C'est pour ça que j'ai remercié aussi mon équipe de braves guerriers de chez Reptiling. On est resté
ouvert depuis le confinement. On est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Et on ferme juste plus tôt, une heure plus tôt le soir, voilà. Et le samedi, on est ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Et on nous posait la question pour le 11 mai, si on était ouvert. Le 11 mai, Ouais. c'est férié. J'ai l'impression. Alors nous, on a le temps passe tellement vite que... Non, le 11 mai, Non, on est ouvert. lundi, on sera ouvert, Ah, les gars. bien sûr, on est ouvert, Le lundi, c'est 11, comme on le sera lundi. là. En fait, voilà, parce que je pense que les questions, en fait, elles sont liées par rapport au retour, au déconfinement. Nous, on n'a jamais été donc confinés nous, ici. on prend quelques précautions. On On prend prend les des précautions. On prend les précautions qu'il faut, les gestes barrières, etc. pour vous accueillir dans les meilleures conditions et que On a notre des équipe- gants, on a du et gel que notre hydroalcoolique. équipe au complet puisse On a des masques. vous servir le plus longtemps possible. Mais Masque vous pouvez Batman, venir masque. nous voir. Après, il faut juste faire attention, donc éviter au niveau des enfants qui sont jeunes, etc. Mais on vous accueille avec grand plaisir. Voilà, et les filles, évitez d'embrasser Dimitri sur la bouche quand vous venez, voilà. Essayez pas de lui faire des bisous comme ça. Mais en tout cas, Et j'en profite On pour est faire là. un coucou à Justine. et on a été, ouais. Ouais. On a été ouais. Allez, c'est C'est- parti. Et donc, voilà. En tout cas, Alors attendez, j'équipe mon patron. le site internet, ouais, merci. Le site internet fonctionne bien sûr, à plein régime. Pareil, juste j'en profite, on a fait une mise à jour sur notre site internet. Sur notre site internet, tous les animaux présents sont disponibles. Donc, Pour n'hésitez l'instant. pas. Et voilà, et il y en a plein qui sont pas sur notre site, qui sont disponibles aussi, qu'on va mettre bientôt. Voilà, et n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et sur ce, pensez va. à On pense à quoi? au mois prochain. Allez, À la on se voit prochaine le mois émission prochain, de les gars. Airworld. Airworld. Attends, non, c'est juste qu'il faut que je fasse mon mi. Ah pardon, C'est parti. c'est bon, t'es prêt? Un, 1, 2, deux, 3, 4. Airworld.